Ce soir, on va parler de nos incontournables chez Caravanier. Ce sont les voyages vraiment qui font partie de l'ADN de l'agence. Donc, des voyages qui sont là quasiment depuis les débuts, fin des années 90, début des années 2000. Donc, on peut déjà dire que ça fait 25 ans autour que la plupart de ces voyages-là, ou de ces destinations-là, du moins, existent. Entre autres, ce soir, ben, c'est le Pérou. C'est le Népal, le Maroc, le Groenland, le Kilimandjaro et la Crète. Donc, c'est quand même un gros programme. Je doute fort que je vais pouvoir rentrer ça dans une heure si le deadline c'est 20 heures. Mais sachez qu'il y aura une version enregistrée, coupée, montée qui va être tout belle. Donc, en ordre, ce soir, je vais faire un petit coucou sur le Pérou. Puis, je vais enchaîner sur la Crète. Ensuite de ça, le Maroc, Kili, Népal. Puis Groenland va finir. Donc, si vous quittez avant, c'est pas grave, tout ça existera pour une vision, un revisionnement plus tard. Donc, alors rapidement, là, en concept, on est une agence québécoise fondée en 98. On est vraiment la particularité de Caravanier, c'est d'être une équipe de guides et bureau. Souvent, beaucoup de gens qui font hybride les deux. Donc, ça permet vraiment de ne pas être déphasé par rapport à la réalité terrain, par rapport à tout ce qui est conseil, technique, etc. On est vraiment dans le cœur de l'action. Les destinations emblématiques, je les ai nommées, c'est celles qu'on va présenter pas mal ce soir. Puis il y en a d'autres. Donc, on a pas mal de destinations originales. On a des expéditions. On va principalement dans l'univers du trek, mais aussi dans le kayak, aussi dans le ski de randonnée. Quelques petits voyages comme ça. Et puis, il faut savoir qu'on construit ou on conçoit tous nos voyages de A à Z. Donc, c'est pas vraiment de la prod qu'on prend, de réceptifs locaux et tout. Là, on aime ça être des artisans. Euh, voilà, voilà. Donc, ça exprime tout un peu ce qu'on est ici, tout ce qu'on fait. Voici l'équipe dernière mouture. Pas tout le monde qui est là. Il y a du monde qui sont un peu partout aussi. On a Julie en France, entre autres. La plupart des gens sont de la région, grande région de Montréal. Moi, je suis des Laurentides. Donc, tu sais, on travaille à la maison, mais on est vraiment une équipe qui a plusieurs années d'expérience. C'est ce qui est notre belle particularité. Voilà, voilà, les destinations aussi si on les situe sur une carte, là. Donc, beau topo ici. Je vais juste. Oh oui, parfait. On va parler de la Crète. Donc, la Crète, c'est une destination phare chez Caravanier. Ça fait vraiment des années qu'on le parcourt. On a un guide chez nous, entre autres, qui est rendu presque à son 50e voyage là-bas. C'est vraiment quelque chose qu'on a construit de A à Z dans l'ouest de l'île. Donc, on se situe là, on est en Grèce globalement. On a l'île la plus australe, la plus au sud, qui est entre la Libye finalement, puis la Turquie et la Grèce continentale, au milieu de la Méditerranée, cette immense île-là qu'est la Crète. Notre trek se situe à l'ouest de cette île-là, sur la côte sud-ouest finalement. Donc, si vous voyez, je ne sais pas si ça a des bons yeux, c'est bien diffusé, mais vous voyez, là, le port d'arrivée, c'est Hania, ou qu'on appelle traditionnellement là, la Canée, Sfakia, et puis le trek côtier au sud des montagnes blanches de la Crète jusqu'à Paleohora, grosso modo, un petit peu avant, à Souia, pour être précis. Donc, on est vraiment géoconcentré dans l'ouest de cette île. De cette île. Avant de tomber sur notre guide, bon, je vais vous présenter d'abord notre guide, c'est Simon. On a d'autres guides en Crète, mais c'est vraiment Simon, là, dans les années, je dirais dans les 10 dernières années, qui a incarné la destination. C'est aussi une particularité chez nous, là, c'est d'avoir des guides comme ça qui donnent leur touche vraiment particulière, unique au voyage. Donc, Simon, c'est un passionné là, de cette destination-là. Il fait aussi le Groenland chez nous. Il faut faire l'Irlande prochainement, étant donné ses origines et son petit ton roux. Donc voilà. Et puis, c'est lui vraiment qui donne toute l'âme de cette île-là. Et on va avoir plusieurs partenaires sur place, soit des aubergistes qui tiennent certains de nos hébergements,
ou des gens qu'on rencontre, qu'on connaît, puis qu'on fait participer au voyage. Donc, Simon vraiment donne toute son âme à ce voyage-là et ça rend, c'est vraiment une force particulière. Avant de se plonger dans la destination elle-même, peut-être un peu d'histoire, puis cette photo-là quand même exprime ça. Il faut savoir que la Crète, c'est une île qui a une immense histoire, une histoire qui remonte à très loin. Plusieurs grandes civilisations ont colonisé, conquis ou passé par ce territoire-là. D'abord, les Minoens, on est à l'Antiquité, même on est dans les premiers millénaires antiques. Ensuite de ça, les Mycéens, donc vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 1100 environ. Les Mycéens qui ont, au cœur de l'âge de bronze, établi littéralement une grande civilisation sur cette île-là et qui ont complètement disparu. Donc, comme plein de civilisations de l'âge de bronze, ont disparu vers l'an 1100 avant Jésus-Christ, soit par des grandes attaques qu'on appelle le peuple de la mer, ou soit par juste un écroulement des civilisations qui étaient fondamentalement basées par une économie qui était le bronze. Et ça, c'est quand même, ça reste très mystérieux. Mais bon, il y a eu ça sur l'île, il y a encore des traces archéologiques de ça dans différents endroits. Et c'est quand même fascinant tout ce côté-là. Un peu plus tard, la Grèce antique, évidemment, qui est passée par là. Puis après ça, ben, Rome qui a ramassé le tout, jusqu'à la chute de l'Empire romain occidental, mais l'Empire romain oriental, lui, est resté. Donc, qui est devenu tranquillement l'Empire byzantin. On va avoir pas mal de symboles ou de traces de ça, comme beaucoup d'églises qu'on va retrouver le long de la côte sud-ouest. Après ça, les colonisations ou l'Empire ottoman a pris le territoire, donc à partir du 15e siècle environ. Et puis là, justement, sur cette photo-là, on voit une mosquée qui date des débuts de l'Empire ottoman dans sa présence en Crète. J'oublie aussi que même juste ici, on est dans le port de Hania, et puis même juste la structure du port remonte à l'époque vénitienne. J'ai oublié un peu cette... entre les Byzantins puis les Ottomans, il y a eu les Vénitiens, 13e, 14e, 15e siècle, qui ont vraiment peuplé l'île. Puis après, l'Empire ottoman, chute de l'Empire ottoman, ça a été juste la reprise par la Grèce suite aux périodes d'indépendance. Donc, il faut quand même comprendre qu'à travers toute cette époque, eh ben, les Crétois ont eu un beau melting pot d'influence, mais globalement ont toujours développé leur culture endémique à l'île et toujours résisté à toutes ces phases d'envahisseurs, et ce qui en fait une âme très particulière encore aujourd'hui. Il y a une trace de ça fondamentale qu'on retrouve, une trace qui, en gros, veut rien savoir des autres et qui s'est comme constituée de manière autonome. Fin de la petite parenthèse historique. Vous irez lire là-dessus. Quand on est à Hania, c'est le plus beau port d'entrée selon nous pour aller marcher dans l'ouest. Et c'est surtout aussi parce que c'est pas loin de la chaîne des Montagnes Blanches qu'on voit ici. C'est une photo prise en avril. Les neiges sont encore là à ce moment-là. Ça dépend des hivers. Il faut quand même savoir que la meilleure période pour y aller reste entre la fin avril et le début de notre été. On fait une grosse pause pendant l'été parce qu'il fait plein de trop chaud là-bas pour aller marcher. Et puis on reprend ça en septembre, octobre. Donc c'est nos deux périodes favorables pour y aller. On offre toujours deux départs par saison à peu près. Donc des fois ça marche pas, mais c'est entre trois et quatre voyages qu'on offre annuellement dans l'ouest de la Crète. Un petit peu d'ambiance dans Hania, donc vous avez vu toutes ces influences-là historiques, eh bien on a encore plein de traces de ça à Hania, donc des traces de mosquées, des traces de la présence chrétienne ou oui, chrétienne, c'est le bon terme. C'est ancien, ça a son charme, en quelque sorte. Église byzantine qu'on retrouve le long de la côte, pas loin d'Ayaroumeli, lorsqu'on marche le long de la mer. Et puis, cette présence-là, si vous voulez, de la culture, mais de l'Église orthodoxe ou de la chrétienté orthodoxe, elle est très palpable. Une certaine austérité aussi, des fois qu'on voit. Austérité dans le sens noble, ou non pas noble, mais humble, ça serait le bon mot, euh, qu'on va voir partout dans les villes, villages. Tu sais.
le long de la crête. Donc, ça reste la crête ou de la côte sud-ouest. Donc, ça reste une destination qui est très euh, traditionnelle encore, l'importance de la famille, les retrouvailles familiales. Je conseille à tout le monde. Puis ça, c'est difficile de le faire chez Caravanier parce que ça ne donne jamais dans les bonnes périodes, mais j'ai pu vivre la Pâque orthodoxe en Crète et je peux vous dire que les retrouvailles familiales, ça y va fort des fois. Du côté orthodoxe qui prend le bord. Particularité de ce trek, c'est qu'on est en fait, on est en sac de jour tout le temps. Donc, oui, on marche en itinérance le long de la côte ouest, mais ce qui est la beauté de tout ça, puisqu'il n'y a pas ou peu d'accès routier sur certaines étapes, eh bien, c'est le transport des bagages par bateau. Et puis, donc, ça permet vraiment d'avoir cette légèreté-là, cette autonomie, puis de profiter vraiment juste comme de conditions favorables pour faire la randonnée dans un contexte Dolce Vita, puisqu'il s'inscrit vraiment dans cette catégorie-là chez nous, que je préciserai un petit peu plus tard avec l'hébergement. Capitaine de bateau, très typique, qui s'occupe de nos bateaux, de nos bagages. C'est un service qu'ils font en général, hein, tu sais, c'est comme un service, si vous voulez, public que l'on paie, mais pourquoi pas s'en servir. Très côtier, donc c'est une des couleurs qu'on aura dans le voyage. Quand je dis couleur, c'est-à-dire c'est une des ambiances qu'on aura. Couleur qui serait plutôt entre l'ocre de la roche et le bleu turquoise de la mer. Donc, on a quelques étapes comme ça qui sont en bord de mer. Oh, photo vintage ici. Mais c'est vraiment bien. Même que deux fois, le trek en bord de mer, il est littéralement sur la plage. Tu sais. C'est pas toujours le terrain le plus facile, parce que nos pieds tiennent pas bien, mais ça reste que c'est quand même vraiment sympathique comme environnement. On va croiser des petits villages, comme ici Phoenix. On a Ayaroumeli, on a Souya, un petit peu plus loin, qui sont des villages côtiers qui ne sont pas, ou la plupart d'entre eux du moins, ne sont pas accessibles autrement qu'à pied ou par bateau. C'est d'où l'existence de ce transport-là maritime. Donc, il y a la communauté, entre autres, à Yaromeli, elle est complètement isolée au niveau axe routier. Elle ne dépend que des bateaux. Et ça, et Phoenix juste à côté, Loutreau aussi. Donc, on va profiter, nous, de cette ambiance-là qui est pas mal on se sent comme un peu en exclusion du reste du monde. Il y a quand même un flot touristique qui est important dans ces villages-là. On le sait, mais nous, on fait ça en fonction des transports de bateaux. Donc, souvent, le rush hour, si vous voulez, touristique, il se fait vraiment en fonction des horaires de bateau, c'est-à-dire souvent en début d'avant-midi et puis en fin d'après-midi, les gens quittent. Donc, les villages sont bien occupés le jour, puis en soirée ou en matinée, il y a juste les randonneurs ou les gens qui restent pour quelques nuits. Donc, ça fait que c'est posé, puis on a vraiment l'impression encore aujourd'hui de palper la vraie vie crétoise, d'en être témoin. Petite plage comme ça, pas loin de Phoenix, une petite plage secrète qu'on ne dévoilera pas le nom, mais qui permet de se baigner aussi pendant ces treks-là. Donc, on est vraiment dans un écosystème balnéaire, on va le dire de même. Ça, c'était la photo. On parlait des gorges. Donc, c'est un trek aussi dans la deuxième ambiance, si vous voulez marcher dans des gorges. Et là, les gorges d'Aradena, avec cette photo-là exprimée avec le côté rebelle crétois, ce petit côté-là qui a résisté à bien des envahisseurs dans le monde. Entre autres, et je ne l'ai pas dit tantôt dans le volet historique, l'occupation nazie. Donc, ils n'ont jamais réussi à vraiment bien s'établir en Crète, parce que ça aurait été une position stratégique pour eux, parce qu'il y avait le cœur rebelle de ces insulaires. Très dans les gorges, donc ça implique, nous en fait, on a deux gorges qui nous intéressent, Aradena puis Samaria. Et certaines comme Samaria, on va les monter et les descendre parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux perspectives. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre sur le plateau de Malos, qui est en haut des gorges de Samaria, et qui lui donne toute une autre ambiance, justement. Ça sera ma troisième ambiance de ce trek. Et ça, c'est vraiment intéressant de les faire dans les deux sens. Et puis les gorges de Samaria se débouchent littéralement à Yaromeli, qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ça demande du mollet quand même, parce qu'on parle de 1200 mètres de dénivelé sur une journée complète. Alors, ça sera certainement les journées les plus engageantes de ce trek-là, qu'on considère quand même comme un niveau 2 au niveau de l'effort, mais niveau 1 ou le niveau le plus élevé
au niveau du confort, soit Dolce Vita. Petit village derrière Romélie, vous voyez, qui est enclavé comme ça dans les montagnes avec sa pierre, sa plage de galets. Quand on est sur les plateaux, ben, on est dans les montagnes blanches. Donc, il y a plusieurs sommets intéressants. Guinguilos, puis Parknes. Donc, ça monte à quand même à 2400-2500 mètres. Et là, on va arriver vraiment dans un environnement montagnard, très sec aussi, voire encore enneigé quand on est dans les extrémités de saison. Ça, c'est certainement fin avril, là, celle-ci, ou début mai. Donc là, on arrive dans une ambiance quasi lunaire avec des couleurs ocre, gris. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, ce sera le volet, si vous voulez, plus soutenu montagne de ce trek-là. Sinon, principalement, ben, vous voyez ici, bon, c'est très typique, c'est au niveau climat, on est très bien. À cause qu'on a choisi ces périodes-là, l'été, il faut quand même s'attendre à du 40 degrés, des fois plus. Fait que pour nous, c'est un no-go. Sinon, dans les villages qu'on croise, ou même à Rania, la ville principale de l'Ouest, eh bien, la vie crétoise est très palpable, on la voit de plein de manières. Euh, Au niveau culinaire, d'ailleurs, je commence le sujet, là, c'est comme vraiment super intéressant. Et toujours cette tradition du pain qui sort du four, cette tradition qui est aussi, on a au Québec, d'avoir un pain en mangeant. Et là, qu'on sert avec de l'huile d'olive, les olives évidemment, tous les produits de la mer. Donc, une cuisine qui est très simple dans sa composition. Il n'y a pas beaucoup d'amalgame créé, mais très pure et savoureuse dans la bouche, finalement. Des bons exemples ici, c'est la salade crétoise, qui est un morceau de feta coupé différemment, là, grosso modo, avec des légumes frais, la côté méditerranéen avec l'huile d'olive, la réduction de balsamique, mais très dans la simplicité, mais dans la qualité des ingrédients. Aussi, on n'oubliera pas le volet viticole qui va autant dans la qualité dans les rouges que dans les blancs. La Crète a beaucoup développé récemment les vins blancs, ça c'est intéressant. Donc, tout en fraîcheur, puis ça, ce côté-là, épicurien, gastronomique, on le pousse au plus possible. Simon, qui guide sur le terrain, vraiment un côté culinaire développé, une passion de ça, donc c'est vraiment quelque chose qui rend bien. Euh, Plusieurs contacts sur place aussi qui feront partie des personnages qui marquent le voyage. Je vous laisserai l'opportunité de les découvrir. Mais donc, on a quelques personnages comme ça qui vont donner toute une teinte à ce voyage et ce sont les tenanciers des petits auberges qu'on a le long de la randonnée. Et ça, c'est la qualité de ce voyage. C'est cette chaleur-là qu'on retrouve chez les gens et c'est ces portes ouvertes qui nous sont offertes à cause de ce lien-là historique que l'on a. Donc, différentes ambiances au niveau des hébergements, là. Je passe un petit peu vite. Mais bon, ça donne quand même une bonne idée. Voilà. Et je finis avec une photo du mont Parnasse. Je retourne dans les montagnes. J'aime bien les montagnes. Au coucher de soleil, là, les couleurs qui ressortent. Bon, on appelle ça les montagnes blanches, là, mais c'est pas les montagnes blanches toute l'année. Alors voilà, grosso modo, pour pour la crête. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez par rapport à ça. Sinon, sinon, puisque le concept le veut ainsi, et là, vous allez me donner quelques instants, je vais vous présenter mes collègues qui vont dans un clip enregistré qui dure environ 15 minutes chacun. Les autres sujets, donc on va commencer peut-être, je vais y aller comme ça, à tout hasard, par le Kilimandjaro, tiens. Présenté, non, non, j'ai dit tantôt, c'était un autre. On va y être le Maroc pour rester un peu dans le même esprit. On n'est pas très loin, donc le Maroc présenté par la spécialiste du voyage qui se nomme Ophélie. Vous avez peut-être déjà entendu ou eu des interactions avec elle. Donc, je lance à l'instant. Je reste en arrière à la console pour répondre à vos questions. Et puis, je vous reviens quand ça se termine. C'est environ une quinzaine de minutes. Et ça nous permet de tous être présents lors de cette conférence.
partie des destinations évidemment incontournables chez Caravani. Ça fait à peu près 20 ans qu'on y va et qu'on prend toujours autant de plaisir à y aller d'année en année. C'est pour moi une destination qui offre un grand dépaysement dès notre arrivée. Quand on arrive à Marrakech, c'est une ville absolument fascinante et qui permet également de se sentir très vite dépaysé. Et pour autant, ça reste un pays qui est accessible facilement. C'est aussi pour moi un pays de contraste, que ce soit à travers les montagnes de l'Atlas, le désert, le sud marocain, que les bords de côte au bord de l'Atlantique. C'est ce qui offre tout un panel de couleurs, d'odeurs, de saveurs, de paysages vraiment très contrastés et en même temps très complémentaires. On pourrait faire plusieurs voyages en un seul voyage au Maroc. Et c'est ce qui fait que c'est toute la beauté et la richesse de ce pays. Alors, je vais tout de suite vous présenter un peu plus l'ambiance, l'esprit de nos voyages au Maroc à travers quelques images. Donc, notre équipe marocaine avec qui on travaille et qui est basée à Marrakech. Ici, on a Lassène et Marie, donc ceux qui dirigent cette belle équipe à destination. Et donc ici, on peut voir aussi des cuisiniers, des guides, des métiers, des personnes qui s'occupent de la logistique sur place. Bref, on a vraiment toute une équipe hyper solide et prêt à nous encourager parfois dans des projets même un peu fous. Pour les 20 ans de Caravane, on avait décidé d'organiser une grande méhari dans le désert et ça a été vraiment incroyable, une logistique extrêmement complexe, mais on s'est senti très fiers et très heureux de travailler avec une équipe aussi fiable et aussi professionnelle en tout cas sur place. Donc on est très chanceux de les avoir. Un petit topo pour vous situer un peu le Maroc. Donc on a le bord de côte, donc c'est bordé par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée un peu plus au nord, ce qui va vraiment donner des paysages complètement différents. On a aussi des dunes côtières, sur vraiment des très belles balades aussi à faire sur le bord de côte. Ensuite, on va avoir l'épine dorsale un peu du Maroc, qui est donc le massif, la chaîne de l'Atlas, qui traverse du nord au sud sur à peu près 2000 kilomètres, et donc qui vont être ensuite découpés en plusieurs massifs. Donc on a le moyen Atlas, un peu plus ici, le haut Atlas central, et l'anti-Atlas qui est plus au sud. Et ensuite, on va avoir de l'autre côté la zone plus aride, désertique, avec le sud, les montagnes pré-sahariennes aussi qu'on a juste en dessous par là, et la zone. Ici, ça vous montre rapidement les différents voyages qu'on offre, qui peuvent être très variés, autant au niveau d'effort et de confort, que ce soit dans les montagnes ou dans le désert. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Le Maroc, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait y aller toute l'année. Il faut juste choisir le bon voyage à la bonne période. Mais en réalité, il y a énormément de possibilités. Donc, tout ça, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site. Mais ça vous permet de savoir un petit peu à quoi vous attendre en termes de possibilités. Marrakech, c'est notre point d'entrée, notre point d'arrivée dans le pays. Par contre, on ne va pas y rester tout de suite. On se garde toujours les villes, en général vers la fin. Chez Caravanier, on aime faire ça. Là, quand vous allez arriver dans un pays, souvent on préfère que vous ayez une arrivée plus en douceur. Donc là, c'est le cas pour le Maroc. Quand vous allez arriver à Marrakech, tout de suite on vous prend, on vous emmène dans les montagnes pour vraiment prendre ça plus relax, prendre le temps de vous reposer, puis de vous préparer avant votre trek. Et on se garde Marrakech pour la fin parce que c'est quand même vraiment le fun. Moi, je trouve que c'est une ville fascinante, bouillonnante. Il y a un volet tout culturel qui est quand même super pertinent. Les souks dans lesquels on peut déambuler des heures. On dort dans des petits riads qui sont vraiment des petits hébergements, là, des petites oasis en pleine ville qui sont vraiment très sympathiques et agréables. Et donc, ça nous permet vraiment de profiter pleinement de la ville. Ensuite, j'avais le goût de vous proposer euh, une présentation qui vous permette de mettre en lumière tout ce que j'appelle, moi, les petits plaisirs du quotidien. C'est toutes ces petites choses qui vont venir agrémenter notre quotidien et créer tous ces souvenirs, que ça soit parce que ça vient éveiller un sens quelconque. Ça nous en apprend aussi beaucoup plus sur la culture, sur la richesse qu'on retrouve à travers la culture berbère. Et donc, moi, c'est tous ces petits moments qui viennent me marquer et me créer vraiment tous ces souvenirs de voyage et qui, je pense aussi, viennent créer beaucoup de souvenirs pour les personnes qui ont déjà voyagé au Maroc. Ils vont certainement se retrouver à travers tous ces petits plaisirs du quotidien qui reviennent d'un voyage à l'autre, que ce soit dans les montagnes ou dans le désert. Là, par exemple, cette photo, elle illustre bon, c'était pris dans le cadre d'un voyage en famille, mais elle illustre très bien, selon moi, le plaisir
de l'arrêt pour la pause du pique-nique le midi, la pause lunch. Parce qu'on arrête, on a bien marché le matin. Par exemple, cette photo représente pour moi ce plaisir. Bon, elle a été prise dans le cadre d'un voyage en famille, mais elle représente vraiment le plaisir de s'arrêter, de prendre une pause le midi. Le pique-nique est en train de se préparer. On s'assoit sur les petits matelas, on va prendre le thé. Et ça fait vraiment partie des petits rituels qu'on a où la notion du temps est vraiment différente. Au Maroc, là, on prend tout plus relax. Le rythme des journées se rallonge aussi très différemment. Et ces moments-là, justement, de pause sont vraiment très importants et ils rythment notre journée définitivement. Le thé, c'est aussi quelque chose qui va revenir et encore. Le rituel du thé vient vraiment agrémenter et ponctuer les journées. Ça peut, en tout cas, on partage le thé pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour accueillir, pour dire bienvenue, pour négocier, pour parler de tout et de rien. Donc, tout au long de la journée, vous allez avoir l'occasion. Il y a toujours un moment pour prendre un thé et partager le thé avec quelqu'un. Et donc pour moi, ça aussi, ça éveille de nombreux souvenirs et c'est quelque chose d'extrêmement fort culturellement là qu'on retrouve dans tous les voyages. La gastronomie. Alors celle-ci, elle met vraiment en lumière la gastronomie qu'on a en Trek. On a une superbe équipe de cuisine qui s'occupe et qui, en tout cas moi, ça me fascine là, de voir à quel point ils sont en mesure de faire des miracles, peu importe où ils se trouvent, que ce soit en montagne ou dans le désert. Je trouve que c'est toujours aussi beau que bon. Alors, puis je suis très sensible à ça, là, aux couleurs, aux odeurs, aux saveurs, les épices, les petits pains chauds qui ont été cuisinés, là, tout frais. Et c'est tout ça qui fait on mange très très bien au Maroc. Euh, Autant pour les repas du midi que le soir avec des couscous, des tagines, etc. C'est toujours assez généreux. Les petites dattes, les fruits secs, les figues, etc. viennent aussi agrémenter nos collations la journée. Donc, on se régale au Maroc. Également, un autre moment qu'on retrouve là, c'est surtout en arrivant après une bonne journée de marche. Là, je vous montrais tout à l'heure les arrêts le midi, mais il y a aussi le soir quand on arrive et qu'on commence à monter le campement, la tente se monte. En attendant, on a de quoi pour prendre un petit goûter, un petit thé, profiter de l'endroit et c'est toujours très très agréable également. Ensuite, je voulais vraiment vous montrer les différents types d'hébergement qu'on peut retrouver au Maroc, parce que vraiment d'un voyage à l'autre, ça peut être assez différent et en fait, ça peut être même très varié. Parce que dans un même voyage, on peut alterner dans différents types d'hébergement. On dort en tente, on est en itinérance, donc on n'a pas de camping prédéfini. Là, on dort un peu où on veut, dépendamment de l'itinéraire. Mais ce qui nous fait que parfois on arrive dans des endroits comme ça, là où il y avait des nomades, semi-nomades, qui vivaient proches d'ici, donc il y avait leur troupeau juste à côté qui nous rendait visite. Et je trouve que c'est toujours dans des endroits assez spectaculaires. Là, j'aime beaucoup cette notion de campement-là. Là également, sur le Sirois, on peut voir justement un peu le setup un peu plus des tentes, les grandes tentes, ces moments de partage, le fait de se déposer aussi à un endroit, de pouvoir passer quelques moments, que ce soit avec les chameliers, les muletiers, l'équipe cuisine, les guides, etc. Ça crée toujours de beaux moments de partage sur ces campements. On a des gîtes chez l'habitant. Souvent, c'est des petites structures qui ont été aménagées pour pouvoir recevoir les voyageurs. Puis ça peut être sous forme de dortoirs, donc soit dans des chambres ou parfois des grands salons marocains. Donc là, par exemple, c'en est un bel exemple. On a les décollages. C'est aussi un type d'hébergement qu'on affectionne beaucoup et qu'on retrouve sous plusieurs formes là, au Maroc et dans plusieurs de nos itinéraires. Là, ici, c'est les collages justement de la Seine qui est, je vous en avais parlé au tout début, le directeur de notre agence à Marrakech, qui a grandi dans la vallée d'Anergui. Et en fait, ses parents, donc son papa et sa maman, vivent toujours là-bas. Et ils ont créé un superbe lodge, vraiment un petit oasis dans les montagnes, de calme. On a juste envie, exactement comme sur cette photo, de vivre ce genre de petits moments où on s'assoit, on se dépose après une bonne journée, on partage un moment en famille ou entre amis, et à boire du thé et à observer ce qui se passe autour. Comme je vous disais, la notion du temps est vraiment pas la même. On aime profiter de ces moments-là beaucoup. Et donc,
donc, nos voyages de trek, on va être surtout dans deux ambiances. Soit dans les montagnes, donc là, je vais commencer par ça, les montagnes de l'Atlas, qui offrent vraiment une autre perspective. Dans l'Atlas, le sommet, le point culminant de l'Atlas, c'est le Toubkal, qui est à peu près à 4100 mètres d'altitude, qui est un sommet relativement facile d'accès parce que depuis Marrakech, on peut faire l'ascension en 2-3 jours. On a choisi de le mettre un peu de côté pour privilégier une autre approche et d'aller chercher des sommets moins fréquentés, des régions aussi peut-être un peu plus en marge des sentiers les plus fréquentés, mais en même temps, ça reste des vallées qui sont habitées. Donc, on traverse aussi des villages. On est parfois dans un environnement de montagne, on est vraiment seul au monde, et en même temps, parfois, on arrive dans un village, on peut voir croiser des cultures, des champs en terrasse. C'est vraiment intéressant aussi, comme là ici le village de Megdaz, qui est un des plus beaux villages qu'on retrouve dans l'Atlas, dans le Haut-Atlas central. Et ici, il y a encore plein de greniers comme ça qui sont utilisés par les habitants. Donc c'est vraiment assez unique. Je veux dire, les matériaux utilisés aussi pour la construction des villages là, sont directement piochés dans la montagne, ce qui donne une ambiance, des couleurs saisissante qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs aussi. Donc là, encore une fois, nos treks, nous, par exemple, notre voyage de montagne que je vous conseillerais, si vous voulez vraiment découvrir les montagnes de l'Atlas et avoir une expérience la plus complète, c'est notre voyage Mgoun et Tessaout. C'est un voyage de 11 jours, mais il permet de passer à travers plusieurs environnements. On va avoir ce volet haute montagne, là, cette crête qui est spectaculaire, qui donne un aperçu à peu près à 360 sur tout le massif alentour. Le Mgoun, d'ailleurs, c'est le troisième sommet du Maroc, à peu près à 4000 mètres. Et donc, on a cet environnement très minéral, la roche noire, vraiment très rocailleux aussi. Et pour autant, quand on descend de la vallée, on est les pieds dans l'eau, dans un canyon, dans un environnement qui est beaucoup plus désertique aussi. On change complètement d'environnement et c'est ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on va vraiment parcourir des vallées très contrastées et en même temps très complémentaires parce elles sont toutes imbriquées et ça crée une richesse de voyage assez unique. Encore une fois, le genre de paysage qu'on croise dans le massif du Sirois avec ces grosses colonnes de roches basaltiques noires là qui sont assez impressionnantes. Les Berbères, un petit mot sur les Berbères, quand même, le peuple berbère qu'on croise beaucoup sur notre itinéraire. En fait, les Berbères sont les premiers habitants qu'on retrouve au Maroc, même en Afrique du Nord. Historiquement, berbère vient du grec barbaros, qui veut dire barbare ou sauvage. C'était la façon d'appeler finalement les étrangers par les Grecs quand on venait pas de la cité d'Athènes. Et donc les Occidentaux ont finalement à nommer les berbères parce qu'ils étaient des étrangers selon eux. Mais le peuple berbère se qualifie plutôt d'Amazir. Donc le peuple Amazir, ce qui signifie homme libre. Et donc le peuple amazir est majoritaire au Maroc et en Afrique du Nord. Après, il se compose de plusieurs ethnies, il y a plusieurs dialectes également. C'est avant tout un peuple de montagne, montagnard quand même, les berbères amazirs. On les retrouve, il y a encore énormément de nomades et de semi-nomades, même si c'est évidemment un peu en perdition avec toute la société d'aujourd'hui, l'accessibilité forcément au confort moderne, mais il y a encore énormément de semi-nomades qui traversent, en tout cas qui continuent de procéder à une transhumance au printemps, à l'automne, et qu'on peut croiser autant dans les montagnes que parfois dans le désert, et ce qui donne lieu quand même à des rencontres assez uniques. Là, par exemple, lors d'un repérage, j'avais croisé cette famille nomade qui vivait certainement quelques mois de l'année là dans cette grotte un peu troglodyte et tout leur cheptel. C'était assez impressionnant et j'ai trouvé vraiment incroyable cette image parce que ils sont au milieu de nulle part, perdus dans les montagnes. J'avais croisé personne depuis quelques jours et on est tombé sur eux et toujours avec un sens de l'accueil qui est propre aux Berbères là, qui est vraiment incroyable. Notre autre ambiance phare au Maroc et en tout cas, souvent les voyageurs vont penser avant tout même au Maroc, au désert, avant de penser aux montagnes. Et avec raison quand même, le sud marocain est magnifique, mais
mais c'est avant tout, comme je vous le disais, un pays de montagne plus que de désert. Le sud marocain, il va offrir une expérience totalement différente que de ce qu'on a pu découvrir avant. Que ça soit donc dans l'architecture, là on voit c'est vraiment de l'architecture en pisé, en terre battue, ça n'a rien à voir. On est ici par exemple au Ksar d'Aïd Benadou, qui est un ancien Ksar village fortifié, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO et qui est vraiment spectaculaire. Donc il y a plein de petites casbahs comme ça qu'on retrouve un peu partout dans le sud marocain. Et notre voyage emblématique est celui des montagnes volcaniques aux dunes sahariennes. Et celui-là, la vraie différence, c'est qu'on a décidé de jumeler deux treks, de rendre notre voyage un petit peu plus long que ce qui se fait habituellement, où on va juste dans le désert. On avait justement envie de vous montrer quelque chose d'un peu plus complet. Et donc le massif du Sahara, il est exceptionnel pour ça, parce qu'il permet justement d'être en contact avec ces grosses roches-là basaltiques assez uniques, avec toute une équipe de muletiers aussi. Et on traverse donc les paysages de montagne de cette façon pendant quelques jours avant de plonger dans les dunes du désert. Et donc, encore une fois, on est en itinérance. Il y a quelque chose d'unique dans la lumière aussi du désert et dans le fait de marcher dans ces immensités de sable pendant plusieurs jours. Ce que je trouve assez génial, c'est que c'est beaucoup plus contrasté et varié que ce qu'on imagine. C'est pas juste des dunes de sable, ça peut être des grands plateaux rocailleux. Ça peut être évidemment des plateaux dunaires aussi. Il y a de la végétation aussi dans le désert, des tamaris dans lesquels on peut, sous lesquels on peut trouver un petit peu d'ombre pour prendre le pique-nique. Et surtout, moi, ce qui me fascine le plus dans une marche dans le désert, c'est le calme. C'est le calme. Les soirs sur les campements, là, c'est s'il y a un petit peu de vent, le vent qui souffle dans les dunes vient créer une sorte de mélodie assez unique. Et c'est je trouve que c'est ce qui rend vraiment cette expérience assez inédite. On peut tout à fait proposer des voyages en famille au Maroc. C'est une destination qui est fabuleuse avec des enfants, je trouve, là, pour l'ayant expérimenté moi-même. Donc, il y a plein de possibilités, que ce soit des balades dans les palmeraies, évidemment, d'aller dans le désert, s'amuser dans les dunes, même dans les montagnes. Il y a de très belles possibilités en famille. Et je termine là-dessus, cette image qui, pour moi, représente aussi un souvenir marquant d'un voyage au Maroc. Dans le désert, comme je vous disais, il y a cette notion d'immensité, de calme, de plénitude qu'on retrouve très facilement. Et en même temps, il y a une lumière qui est unique qu'on retrouve au Maroc. Là, je trouve qu'il y a des couchers de soleil et des levées de soleil qui sont vraiment spectaculaires. Mais les nuits sans pollution lumineuse, sont incroyables. Dormir à la belle étoile, c'est pas toujours facile quand on part en voyage ou en trek. Il y a pas énormément d'environnements là, qui nous permettent de vraiment dormir à la belle étoile dans de bonnes conditions, mais le Maroc s'y prête définitivement dans le désert. Alors cette photo pour moi représente aussi cette expérience-là. Je le conseille à tous mes voyageurs d'au moins une nuit de tenter l'expérience de prendre son petit sac de couchage, de prendre son matelas et d'aller se chercher le creux d'une dune pour passer cette nuit à la belle étoile. C'est ce qui fait que ça restera un superbe souvenir. Alors voilà, pour le Maroc, j'espère que ça a pu vous donner une bonne idée sur les différentes ambiances et contrastes qu'on pouvait retrouver dans le pays. OK. Bon, oui, j'imagine que je suis de retour. Un instant. Je reprends le micro. Donc, je vous dis encore que c'est une nouvelle formule pour nous de faire des conférences. On essaie de rendre ça participatif pour tous nos spécialistes. Je vous ai posé la question dans le chat, si jamais vous voyez ça. Attendez 2 secondes. Posez la question s'il y a une destination qui vous attire plus qu'une autre. Peut-être qu'il n'est pas trop tard encore pour orienter mon contenu. Sinon, ben, je vais continuer. Puis là, j'ai le goût de vous amener ailleurs. Attendez, là, je gosse avec cette affaire-là. Ah, pas d'allure. On va le laisser sa chemise. J'ai le goût de vous amener ailleurs. On a vu des destinations plutôt chaudes là en ce moment. On va aller du côté du Groenland. Groenland. Alors, puis ça va me permettre aussi d'être un petit peu plus concis par rapport à la version enregistrée que j'avais déjà faite. Donc, je vous invite vraiment à aller
me poser vos questions ou me préciser votre intérêt dans le chat. Donc, on va repartager ça ici. Pof. Alors, c'est bon, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Groenland. Alors, on parle d'incontournable ce soir, ben ça, c'en est un. C'en est un peut-être plus dans notre univers expédition, dans notre univers polaire, mais lui, il existe depuis 2002. Et puis, il y a des années où il a vraiment été très présent. Euh, donc, ça, c'est pour nous, là, c'est vraiment, si vous voulez, quelque chose qui fait vraiment partie de notre culture d'entreprise, d'agence. Alors, le Groenland, c'est quoi? C'est comment? Allons-y, grosso modo, avec une petite position géographique. Donc, c'est une immense île, se situe sur le pôle vers le nord. Donc, cette île-là, elle a plein de... Tu sais, c'est immense et il y a une immense calotte glaciaire qui la recouvre d'environ 3 km en moyenne. Et on a opté, nous, depuis des années, pour le côté le côté est de l'île, à partir d'un village qui s'appelle Kulusuk. La partie la plus populeuse ou fréquentée de cette île-là est du côté ouest, autour de Nuuk, donc vraiment à peu près vis-à-vis là, Iqaluit et la terre de Baffin. Eh bien, nous, on est vis-à-vis l'Islande, mais du côté est. Donc, si on met ça en perspective, ça fait en sorte que ben, on est toujours obligé de passer par l'Islande pour se rendre à notre destination de Kulusuk. Ça fait en sorte que ben, c'est un beau deux dans un pour visiter cette île-là nordique aussi, puis visiter une autre culture scandinave qui est intéressante. Donc, il y a possiblement plein d'options de prolongation, même devancer votre séjour en allant en Islande avant ou après. Eh bien, on situe ça comme ça ici maintenant. Donc, vous voyez, on est à peu près à la même latitude, c'est-à-dire un peu plus sous le 65e parallèle, mais presque dessus. Kulusuk et la partie est pas mal moins euh, fréquentée et même habitée que l'ouest. Quelques communautés, dont j'en ai ciblé quelques-unes ici. Je pense que c'est autour de 50 000 habitants là, du côté de l'Est, donc c'est vraiment plus modeste. Donc, c'est ce qui nous intéresse et donc on arrivera en avion à Kulusuk. Globalement, notre offre, 3 voyages, 2 thématiques, c'est-à-dire le kayak et la randonnée. Donc, Solitude Glacée lui fait que le kayak, mais toujours avec des options de rando à la journée quand on est au camp. Mais c'est vraiment plus pour les kayakistes, puis c'est un voyage vraiment de kayak qui est pensé comme ça. Fjord de l'Est, c'est l'hybridation des deux, vraiment à peu près sur une base de 50-50. Et puis le trek du 66 Nord, puis les aiguilles de Storbrar, eh bien, ça, c'est que le trek. Donc, c'est 3 formules, 3 approches, mais en même temps qui donnent vraiment cette perspective-là de voir le territoire depuis la mer, ce qui est vraiment intéressant, mais aussi depuis les montagnes. Donc, si vous êtes si vous êtes vraiment des kayakistes dans l'âme, le Solitude Glacée est vraiment fait pour ça. Si vous êtes que des randonneurs, ben, c'est le trek du 66. Mais si vous avez un petit intérêt pour la perspective mer avec le kayak, c'est très accessible quand même de faire le fjord de l'Est. On ne demande pas nécessairement de prérequis, sauf être sur l'eau, aimer être sur l'eau. Je pense que ça reste un peu la bonne base à avoir. Donc, en gros, les itinéraires, on est dans le fjord de Massalik, à l'est. Pourquoi aller là plutôt que le Sermilik, qui est très connu, puis même ouais, qui est splendide? C'est que c'est un immense fjord, beaucoup plus de gens qui y vont. On cherche toujours un peu à aller là où les gens vont moins, disons. Puis aussi, c'est qu'il permet, vu qu'il est plus petit, avec plein de bras de fjord, ben, il permet une navigation plus accessible. Donc, on est vraiment à l'est là, du Sermilik, qui s'appelle le fjord de Massalik. Donc, en kayak à partir de Kulusuk. La version hybride, c'est de se rendre jusqu'au nord, puis après ça, marcher jusqu'au fjord de Karalik, que vous allez voir un petit peu plus tard. Puis le trek, ben, c'est une approche en bateau pour se rendre dans cette péninsule-là et relier les aiguilles de Storbrar au fjord de Karale, qui sont 2 grands highlights de l'est du Groenland.
Donc, des barbus au menu comme guide. Je pense que ça a l'air d'être un critère. Il y a une fille qui guide aussi, là. On va la présenter un peu plus tard. Donc, moi, FX Blow à gauche, Jean-Philippe Leblanc, Simon Nadeau, vous avez vu tantôt en Crète, donc c'est sa deuxième destination de prédilection. Jean-Philippe Bossé, Olivier Paradis. Donc, on est plusieurs guides à être spécialistes de la destination parce que ça marche beaucoup. On a plusieurs départs à chaque été. Sur place, on est soutenu par des incontournables comme Eustus pour tout ce qui est le travail de transport de bateaux. Donc, soit pour les ravitaillements, transport des bagages et puis même le transport de nous-mêmes, des passagers. Puis historiquement, c'était son père à droite, Kéo, qui faisait la job. Puis là, il a fait encore, mais à temps partiel, disons. Fait que puis c'est lui qui nous donne les armes à feu pour la sécurité. Puisque, écoutez, on est en terre polaire, c'est super important d'avoir ce volet-là. Sécurité contre les ours polaires. C'est pas nécessairement comment dire, une menace constante. C'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, l'ours polaire de l'est du Groenland est plus petit, plus menu, moins agressif que bon, l'ours polaire qu'on peut peut-être imaginer à l'ouest, voire même sur la terre de Baffin ou l'Arctique canadien. Mais bon, ça reste que c'est quelque chose qu'il faut toujours être un peu en alerte. Et puis, on a tout un protocole puis une méthodologie pour prévenir ça. Et puis ici, je pense qu'il n'y a pas meilleure photo pour exprimer cette droititude sécuritaire, alors que celle-ci est plutôt à l'inverse, mise en situation. Vous arrivez à Kulusuk, et là, c'est un aéroport comme on peut en retrouver dans toutes les destinations nordiques, c'est-à-dire sur la gravelle. Petit avion c'est Icelandair là, qui dessert ça. Et puis, ce qui est cocasse, c'est que finalement, on transite vers le terminal qui est là. Vos bagages arrivent sur ce beau traîneau. Puis, on sélectionne tout ça, on remet ça dans le 4x4, ici, le 4 roues. Et puis, ça nous amène un peu plus loin à Kulusuk, puisqu'il y a 3 km qui séparent l'aéroport de la communauté. Et là, on est vraiment dans le Grand Nord groenlandais ou du moins scandinave, comme on peut l'imaginer avec ses cabanes sur cap de roche de couleur. Super charmante communauté dans laquelle on va être en immersion pendant 2 jours au début pour se mettre au diapason des rites, des gens, du rythme aussi. Influence aussi, évidemment, influence danoise, parce que bon, c'est une colonie danoise ou un territoire danois. Hein, Monsieur Donald Trump, il ne faut pas confondre. Là. C'est sûr que stratégiquement, les Américains ont toujours voulu ou eu un intérêt avec le Groenland, ou pas toujours, mais à des moments clés de l'histoire. On va voir tantôt qu'il y a un lien historique avec ce que je dis. Il y a eu l'actualité de début janvier qui nous a mis ça un peu comme une menace, mais bon, ça reste que l'influence scandinave, danoise, elle est là, avec la religion chrétienne. Euh, donc, c'est quelque chose qui est palpable, cette hybridation-là culturelle sur place. On a une maison à destination, ce qui permet d'accueillir les gens, de faire des repas communs, puis de vraiment être au rythme du lieu pour les 2 premières journées d'immersion. Parce que quand même, méchant choc culturel, là, on arrive, on part du Québec, on passe par l'Islande, puis pouf, on se ramasse dans cette mini-communauté-là. Faut, tu sais, faire une introduction tranquille. En termes d'introduction ou d'observation des gens là-bas, ben, ce qui est cool, c'est que dans les communautés nordiques, c'est que tout tourne autour souvent des épiceries ou des coops centrales. Ici, c'est le Pilaire Swissock, donc qui est l'équivalent, pour ceux qui connaissent le Nord, là, des coops, justement, ou du Northern au Nunavut. Donc, il y a la poste aussi. Donc, tout tourne autour de ça. Juste à côté d'où je prends la photo, il y a le port avec l'accès de ravitaillement. Donc, le cœur du village, c'est là. C'est là aussi qu'on fait l'épicerie. Et puisqu'il n'y a aucun moyen de transport routier à part des 4 roues, ben, quand on fait l'épicerie, on y va avec la brouette, puis on met tout ça là-dedans, puis on amène ça à la cabane. Donc, il y a ça qui est particulier, qui est charmant. Puis sachez qu'au Groenland, ben, on fait tout nous-mêmes. On est les producteurs de l'offre de voyage à destination. Pendant que vous faites vos randonnées ou le kayak, la version Fjord de l'Est, eh bien, le transport des bagages est assuré à chaque étape. Donc, ça, c'est quand même quelque chose ce qui explique que des fois la différence de prix, le pointon pour le Trek 66 Nord, c'est que c'est le transport des bagages qui fait en sorte que c'est un service particulier pour les randonneurs. On ne veut pas un engagement total de la part des gens. On veut rendre ça le plus accessible possible. Puis aussi,
On veut le maximum de confort pour les campements, puis le dodo en tente. Donc, ça demande le transport par bateau, soit des passagers du groupe ou des bagages. OK? Et c'est avec ces petits bateaux-là de notre ami Justus et de sa famille qui permet de le faire. Les gens là-bas vivent avec l'économie locale et souvent avec le rythme de la chasse ou de la pêche. Fait que c'est un besoin constant. Et puis, c'est pas rare qu'ils vont être témoins ou ils vont apercevoir des phoques ou d'autres mammifères marins. Et là, ben là, tout s'arrête, puis c'est ça la priorité. Donc, on va être témoin souvent de ça. Des fois, ça marque les gens positivement, négativement, mais ça reste que c'est la réalité. Et dites-vous que des événements comme ça, qui sont la réalité locale, sans staging touristique, ben, c'est de plus en plus rare dans le monde. Puis au Groenland, ben, le tourisme, c'est secondaire, tu sais, pour eux, là, tu sais. Fait que c'est vraiment leur vie qui compte, leur mode de vie. Alors, on ne peut qu'en être témoin et observateur. Donc, quand on est dans le volet kayak, ambiance kayak, c'est notre flotte à destination. Donc, on a des kayaks Nautilus qui sont des kayaks montables, démontables. Ça, c'est un gros avantage pour pouvoir faire des itinérances avec sans revenir nécessairement à la communauté de Kulusuk. C'est des kayaks beaucoup plus longs, mais aussi plus larges, donc qui permet d'avoir une meilleure stabilité. Ça ne fait pas nécessairement appel à des experts ou des gens qui ont beaucoup d'expérience en kayak. Ça rend la chose plus accessible, plus stabilité, donc moins de risque de chavirer. Donc, c'est vraiment fait pour être démocratique. Le kayak, ben, c'est toute la perspective de la mer qu'on va avoir à destination, ce qui est vraiment fascinant. Tourner autour des icebergs, voir le continent, voir les montagnes qui se jettent dans la mer. À un moment donné, pour se regrouper ensemble, pour se reposer, ben, on fait des îlots comme ça flottants. On va avoir beaucoup d'observations de la faune marine, comme les baleines. La baleine à bosse, c'est incroyable, puis d'autres baleines aussi, là. Mais d'observer ça, les voir sauter, etc., c'est vraiment hallucinant. Donc, on est des petites âmes comme ça au milieu d'une immensité naturelle. Ambiance de trek, eh bien, c'est principalement de la randonnée sans sentier. Donc, c'est du backcountry dans le jargon. De l'arrière-pays, c'est peu tracé. Nous, évidemment, on connaît tous les endroits, on connaît le territoire par cœur, on a tous nos tracés GPS, etc. Mais ça va demander des fois de traverser des bras de rivière qui sont pas mal issus de la fonte de glacier, c'est-à-dire une eau à peu près à 0,5 degrés Celsius qui donne un brain freeze instantané, ou marcher comme ça sur des étendues de sable qu'on retrouve en bord de mer, vers les aiguilles de Starbord, marcher dans la mousse, marcher dans la rocaille. Donc, c'est toute cette beauté-là, finalement, naturelle dans laquelle on va se mouvoir, marcher sur les glaciers même. On en a un qu'on va traverser. Donc, c'est cette liberté-là que le trek backcountry permet d'avoir, cette liberté de se mouvoir dans le territoire. Puis évidemment, nous, c'est en laissant le moins possible d'empreintes humaines, tu sais. Que ce soit par nos déchets, lors des camps, même des empreintes réelles, tu sais. On essaie de ne pas exister suite à notre passage. Fait que ça, c'est quand même une valeur importante pour nous. La vie de campement, c'est fondamental dans un groupe, dans une destination comme ça. L'hostilité des lieux, on va dire ce terme, la difficulté des fois, parce que bon, le climat des fois peut être non clément, il peut pleuvoir, c'est humide, etc. Donc, la- cette proximité-là humaine dans un minimalisme, mais quand même confortable, permet justement d'avoir des moments très forts. C'est un highlight de ce voyage, hein, qu'on est épuré de toutes sortes de divertissements ou d'attention détournée, ben, on se concentre sur l'essentiel et ce qu'on retrouve beaucoup au Groenland. Camping sauvage sur des endroits comme celui-ci ou des endroits comme celui-là, qu'on se réveille le matin, c'est la vue qu'on a. C'est toute la beauté de ce voyage. Donc, oui, ça demande plus d'efforts. Oui, on n'est pas dans le Dolce Vita ici, mais ça reste que ça, c'est des moments puissants qu'on peut vivre à destination. Ici, on est dans la baie ou le fjord de Karale avec plusieurs glaciers qui se jettent dedans. C'est un grand highlight du voyage. Au niveau repas, ben, on essaie toujours de maximiser l'aspect culinaire. T'sais, on le vu en Crète, là, ça ne sera pas ça tout à fait.
Ben, tout à fait. Non, ça ne sera pas la crête, OK? Mais ça reste qu'au niveau culinaire, on essaie de pousser au max possible pour que l'âme ou l'esprit reste au plus haut. Donc, on va travailler avec des bons partenaires qui font du lyophilisé au Québec, comme Sly, Treco, par exemple, ou Apiac. On connaît toutes les meilleures recettes. On va faire du tuning ou du hops upgrading. Donc, on va enrichir cette nourriture avec de l'agrément qu'on trouve soit sur le territoire ou soit au Pilaire Suissac à l'épicerie de Coulousou, ou ça qu'on amène littéralement de chez nous. On est très sensible à ce volet cuisine d'expédition. C'est une expertise qu'on a, moi, Simon et les autres. Donc, on essaie de pousser ça. On essaie de créer des moments aussi, des moments YOLO. Donc, petit déjeuner comme ça, servi sur une table improvisée, avec des bons petits produits d'ici ou d'ailleurs. Donc, ça aide quand même à l'élévation du moral. Prendre le catch of the day, si c'est possible, parce qu'on sait, hein, notre ravitaillement de bateau, il passe toujours par d'autres bateaux de pêcheurs, puis on leur demande d'être attentifs à qu'est-ce que certains pêcheurs ont pris. Là-bas, l'ombre arctique est vraiment savoureux, c'est vraiment cool de l'apprêter. Donc, René-Claude, ici présente, qui est la fille qui guide la destination, en gang de gars poilus, ben, elle a cette capacité, comme nous aussi, d'apprêter comme ça le catch of the day. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très cool. Elle a aussi, dans son dernier voyage avec les chefs de montagne qu'on a fait l'année passée, su prendre des ingrédients du territoire, des fleurs sauvages, des herbes sauvages, pour mettre ça dans ses menus. Fait que ça, c'est quelque chose qui est une espèce de sensibilité qu'on essaie d'avoir et qui rehausse l'expérience malgré l'aspect engageant du voyage. Donc, je vous laisse avec cette photo-là qui incarne bien l'ambiance nordique groenlandaise. Et puis, c'est un must à chaque année, en mois de juillet, mois d'août. Et c'est quelque chose vraiment à vivre si vous voulez avoir une aventure plus intense, disons-le. Et je me fais une dernière parenthèse parce que ça me rappelle que le climat sur la côte est du Groenland, ben lui, il est plus clément, puisque c'est le Gulf Stream qui passe par là, jusqu'au nord de la Norvège, là, depuis le golfe du Mexique. Donc, ça rend des températures accessibles, pas accessibles, des températures plus clémentes, entre 15 et 20 degrés en moyenne. Des fois, on est un peu plus chaud, des fois, on est un peu plus froid. Puis, sachant que la luminosité n'est pas 24 heures, mais pas loin, mais il y a peu de déclinaison quand on arrive la nuit. Donc, c'est confortable, avec une certaine stabilité des systèmes météorologiques qui fait en sorte qu'il n'y a pas de temps de longues dépressions qui pourraient amener beaucoup de pluie longtemps. Voilà pour le Groenland. Wow, tabarouette, j'ai des questions. Attention. Népal, Népal, Népal. Pas capable d'écrire dans le chat, il est désactivé. Je suis désolé. Écrivez-moi tout là, c'est bien parfait. Je comprends pas pourquoi le chat est fermé, mais gardons le QR alors. Népal, oui, ok, ça va être mon prochain que je vais vous, que je vais vous partager là. Kilimanjaro s'en vient. Il est 20 heures. Je sais que, je sais pas s'il y a des amateurs de Canadiens. Je sais pas si vous avez suivi ça. Ils sont rendus en finale de division contre le Hurricane. Fait que là, ça commence bientôt. Je vous dis tout de suite, je me lance une Népal là. J'enchaîne avec le Kili de mon ami Fred, que c'est Frédéric qui va présenter. Puis vous dire que le Pérou est au menu ce soir. Là. Julie avait préparé quelque chose. Je vais le passer à la fin, OK? Mais sachez qu'il y a une conférence spécialisée concentrée sur le Pérou qui va avoir lieu début juin. On va avoir des communications à ce niveau-là. C'est en faisant cet exercice-là d'incontournable qu'on s'est rendu compte qu'il y avait bien trop de contenu finalement. Alors le Pérou, puisque c'est une destination vraiment importante chez nous, on a décidé de le mettre à part. Mais j'ai un 15 minutes qui va arriver à la fin de Julie qui vous parle vraiment qui fait une très belle mosaïque. Et sachez que cette conférence-là est enregistrée et sera rediffusée là, sur notre chaîne YouTube, puis vous recevrez aussi un lien. Voyage avant tout, dans le sens, on s'en fout de Canadien, c'est ça? C'est ça, hein? On est bien d'accord. OK, donc on part avec ça. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que je faisais du Népal, moi, c'est bon. Je vais juste me remettre le diaporama au bon endroit. C'est comme une pause publicitaire là, en ce moment. Alors, Népal. Parfait, on passe ça. Il faut que je partage d'abord.
C'est ça, exact. On se comprend. On a l'impression que toute la province fait juste écouter le hockey, là, mais on s'entend que la première période, c'est pas si important. Euh, euh, partage. Voyage. OK, c'est bon. Tu vas bien. Si vous savez le nombre de petits écrans que j'ai sur mon gros écran. OK. On est allé dans des destinations chaudes, froides. On va dire que ça, c'est tempéré si on les, si on les catégorise par climat. Le Népal. Le Népal, c'est un petit pays qui est écrasé. J'aime ça avoir cette image. C'est comme un, bref, écrasé en deux géants. Donc, le continent indien, disons, qui arrive du sud, ou la plaque tectonique du continent indien, puis celle de l'Asie, et qui fait que ça a contracté la croûte terrestre pour créer la plus grande chaîne de montagnes de la planète, l'Himalaya. On voit l'Himalaya, j'ai mis une étoile là pour cibler à peu près le pays, là. Mais l'Himalaya, c'est incroyablement plus gros dans le Tibet, dans le Sichuan, puis même sur les pays voisins comme l'Inde, le Bhoutan, et puis même le nord de l'Inde avec le Sikkim. Donc, tu sais, ça a vraiment, finalement, fait un immense plateau en arrière de la chaîne principale qui est au Népal, entre autres. Donc, si on se concentre un petit peu plus sur le pays, ben, ça donne ça. Ça donne, j'ai mis des X là, sur les points importants. On a historiquement chez Caravanier, tu sais, ça c'est une destination vraiment qui remonte à la fin des années 90, il y a un lien très fort avec nos gens là-bas, que je reparlerai plus tard. On a fait plein d'itinéraires différents. Puis là, ben, récemment, c'est à peu près ceux-là qui ressortent. Tu sais, c'est ceux-là que je vais vous parler ce soir, en tout cas. Donc, c'est-à-dire la vallée de Tsum, le tour du Manaslu, le trek de la vallée de Tamé dans la région de l'Everest, combiné maintenant avec le pays Sherpa, donc c'est un peu fusionné. On a aussi un trek qui s'en va dans le coin du Kanchenjunga qu'on a en ce moment. Le Kanchenjunga, c'est plutôt à l'est complètement. Donc, vous voyez l'étoile du Méropique, là. Wow! Euh, excusez. Donc, mais on est encore plus à l'est. Puis on a un autre trek qui, ben, en fait, ce trek-là fait Kanchenjunga au Makalu. Et ça, c'est un nouveau qu'on a et qui est vraiment un des plus engageants. Mais donc, on a toujours, avec le temps, inventé, construit, changé des itinéraires. Là, c'est ce qui se passe en ce moment sur notre offre là, pour les 2 prochaines années. Et puis, le Népal, pour nous, commence et l'immersion commence à Bhaktapur, qui est une des cités-États de Katmandou. Donc, si on fait une mosaïque comme ça de l'offre actuelle, c'est ça. Tsum, Everest, la région de la vallée de Tamé, le Kanchenjunga Makalu, l'ascension du Méropique pour de l'alpinisme, accessible, mais quand même, hein, accessible dans le jargon alpiniste. Et puis, Trek aux Anskar, qui n'est pas au Népal, mais qui est plutôt du côté du nord-ouest de l'Inde. Donc, si on commence en immersion, donc tous nos voyages, un des ingrédients fondamentaux de Caravanier dans notre construction d'itinéraire, c'est qu'on a 7 ingrédients. Ok? J'en ai peut-être nommé des ingrédients dans le sens que c'est comme une recette. Tu sais. Fait que, il faut que ça goûte quelque chose un voyage caravanier, puis il faut qu'on retrouve partout à peu près les mêmes ingrédients. L'ingrédient premier, c'est le choc culturel, dans le bon sens du terme, quand on rentre dans le pays. Tu sais. L'immersion première, le contraste qu'on va avoir avec euh, entre chez nous puis là-bas. Tu sais. Puis pour mieux le vivre, ça, on pensait que dans la. Tu sais, que Katmandou, c'est quand même grand, là. Il y a plusieurs. Historiquement, il y avait plusieurs cités-États qui composaient la ville. Il y a Tamel qui est un quartier très touristique là, qui s'est surdéveloppé, à notre avis. Mais on trouvait encore que Bhaktapur gardait cet esprit-là de contraste culturel avec et là je dirais peut-être pas le mot authenticité, mais avec un certain côté vrai, on va le dire de même. Donc, un côté encore où il y a de la vie, où il y a des gens qui y vivent, puis que c'est pas toute une fonction d'une économie orientée vers le tourisme. Donc, Bhaktapur, c'est ça. C'est une cité dans le Grand Katmandou qui est reconnue et protégée par l'UNESCO, par son patrimoine architectural, par son empreinte aussi culturelle, qui est celle de la culture Newari.
Les Néwaris, c'est l'ethnie principale qui vit dans la région de Katmandou, dans la vallée de Katmandou. On les reconnaît avec leurs petits bonnets sympathiques comme ça. Et à Bactapour, ben, ils sont là et puis ils vivent encore au rythme des traditions. Comme ça, dans les lieux là, c'est comme un peu des lieux publics là, protégés. Historiquement, c'était des endroits où les voyageurs pouvaient s'abriter des conditions lors des grandes caravanes. Donc, les Néwaris, on les voit, on les vit, on partage leur quotidien de manière passive ou active, peu importe. Un petit peu plus loin, on va avoir aussi beaucoup les sites culturels importants. Deux grandes religions qu'on trouve au Népal, le bouddhisme, l'hindouisme, mais principalement dans toute la portion au sud de l'Himalaya, donc on n'est pas vraiment dans les montagnes, c'est la religion hindouiste qui l'emporte en termes de population. C'est environ 85-86% de la population qui est d'allégeance hindouiste. Donc, on va avoir des sadhus à gauche, qui sont des gens, a priori, qui font le vœu de pieuté totale et qui vont incarner Shiva et puis qui vont vivre de la d'être mendiant. Je ne vais pas m'enfarger dans un mot que j'ai la difficulté de dire. Puis on a des célébrants brahmanes comme à droite qui, eux, vont célébrer des pujas, célébrer différentes, pas des messes, là, mais en tout cas, bref, des célébrations, OK, qui ont différents caractères. Des fois, on amène les groupes faire une cérémonie puja hindoue qui, a priori, a cette perspective de souhaiter la bonne chance dans les montagnes. Donc, on aime ça. Ici, on est sur le site de Pashupatnath, donc qui est un site super important culturel et religieux de Katmandou. Dans Bactapo, on va retrouver aussi beaucoup d'architecture ancienne qui remonte au 14, 15, 16, 17e siècle, et même jusqu'à plus récent. En fait, il y a tous les âges et toutes les époques qui ont marqué le Népal dans Bactapo, et ce qui en fait vraiment c'est vraiment une immersion parfaite pour commencer et finir un voyage. On voit ici même des traces récentes du tremblement de terre de 2015 qui a vraiment déstructuré tout ça, mais ça tient, là, ça tient encore. T'sais, ça, c'est une photo de 2022, donc c'est encore d'actualité. Des sites importants bouddhistes aussi quand même dans la ville, donc c'est deux religions qui cohabitent bien ensemble, avec le site de la stupa de Swayambhunath, qui permet d'avoir une vue incroyable sur la ville. Là, j'ai plutôt orienté ma caméra vers la stupa elle-même, mais si on se retournait à l'arrière, on verrait toute Katmandou avec à peu près 100 mètres de dénivelé. C'est incroyablement beau. La mosaïque culturelle du pays, 109 ethnies quand même, qui vont composer le pays, plusieurs types de végétation, des grandes plaines comme le sérail, le foothill, le foothill, c'est un peu les collines qui s'en vont vers l'Himalaya, la vallée de Katmandou. Et ce qui nous intéresse pour la randonnée, eh bien, c'est toute la bande au nord, si vous voulez, là, ou en haut de la carte, où on va retrouver plusieurs ethnies bouddhistes, comme entre autres celles qui marquent le plus les esprits, les Sherpas. Sherpa qui veut dire en langue locale peuple de l'Est, tout simplement. Donc un Sherpa est a priori une ethnie, non pas une job de porter des sacs. Ouais. Euh, donc, notre équipe locale, c'est ça. Donc, tous les treks qu'on a, on a toujours un sirdar, c'est-à-dire un chef d'expédition local là, qui gère le groupe et son équipe, cuisinier, kitchen boy et des porteurs. Donc, pour un groupe de 10, des fois, ça peut aller à peu près comme on voit le nombre de personnes ici, 10-12 personnes qui nous accompagnent. Les routes du Népal, donc on peut soit accéder au territoire en avion ou par la route. Donc ça va dépendre de chaque région qu'on va visiter. Ici, dans le coin de la Tsum ou de la région du Manaslu, c'est les routes. Et puis si la mousson est tardive, comme des fois en fin septembre, eh bien, ça donne des belles routes comme ça. Fait qu'on cherche beaucoup de ce temps-ci avec les nids de poules montréalais et tout. Là, mais écoutez, il y a pire que ça. Faut pas se contenter de dire il y a tout le temps pire, fait qu'on est correct avec ce qu'on a, mais ça reste qu'on Népal, des fois ça bat des records. T'sais. Les treks qu'on va faire dans le coin de la Tsum, par exemple, ou le tour du Manaslu, souvent les premiers tiers, voire quasiment la première moitié du trek va se dérouler entre 1500 et 3500 mètres d'altitude. Donc, c'est comme un écosystème qui va être d'abord très jungle, bon, forêt de bambou à 1500, 2500 mètres.
Puis entre 2500 et 3500 mètres, comme ici, des forêts de conifères, mais avec un climat quand même chaud. Beaucoup de culture en terrasse, beaucoup de... Je ne vais pas dire n'importe quoi. Ouais. Donc, ça surprend parce qu'on s'entend quand même toujours au froid des montagnes et tout, mais là, c'est pas vraiment ça qu'on a, là, tu sais. Et c'est quand même surprenant et puis c'est agréable en termes de climat, voire même des fois un peu trop chaud. On va être dans un Népal aussi habité, donc où il y a des villages qui soient en autarcie ou qui vivent avec une économie locale. Donc on va être des gens qui vont passer dans les villages. On va se faire observer, on va observer les gens, mais on va voir la vraie vie, souvent dans le coin, en tout cas de la Tsum et du Manaslu, et même dans le pays Sherpa du côté de l'Everest. C'est vraiment pas une structure économique ou une structure de village qui est basée sur le tourisme, c'est basé sur les ressources ou l'agriculture locale. Il faut comprendre au Népal, et c'est ce qui en fait une destination très forte au niveau de la randonnée, c'est que tout son réseau de communication, pendant des siècles, s'est construit au niveau des sentiers. Donc tout se faisait à pied ou avec le transport des animaux comme les dzos, les yaks. Et ça fait en sorte que ça a développé un réseau de sentiers incroyable. Et c'est ce qu'on sert aujourd'hui pour, se, pour découvrir tous ces territoires-là et puis tranquillement monter de plus en plus haut vers les hauts sommets. Dans nos treks, je ne sais pas trop où je m'en vais avec cette photo-là, mais parlons d'ambiance, là. Dans cette zone-là, 3500, ben, 2500, 3500, on sent à travers les vallées un rythme d'humidité, souvent une humidité qui vient du continent indien, qui envahit un peu les jours, l'environnement en fin de journée, comme un souffle humide là, qui rentre dans la vallée, qui occupe le territoire, qui quitte en fin de journée ou voire la nuit, et qui rend des matinées très limpides au niveau des nuages. Donc souvent, les randonnées se font relativement tôt le matin jusqu'en début d'après-midi. C'est le cycle qu'on essaie d'avoir pour marcher là-bas à cause de cette réalité-là. Et ce qui permet d'avoir du temps libre, relax, à profiter des petits villages ou autres lorsqu'on finit nos journées de marche. Beaucoup de ponts, beaucoup de rivières, hein, vous savez, c'est l'immensité de tout le réseau hydrographique passe et s'en va vers le sud, vers l'Inde. Donc, c'est vraiment l'immensité qu'on va être témoin là-bas. D'immenses rivières, d'immenses vallées et tranquillement d'immenses montagnes qui se dévoilent à nous tout au loin. Donc, ici, dans la Tume, on arrive là, dans cet environnement-là, ici précisément, on arrive vers le fond de la vallée où les sommets de 6000, 7000 mètres commencent à se dévoiler. En parallèle, on est à peu près dans le même environnement, mais légèrement différent au niveau du développement touristique, parce que c'est le cas ici dans la région du pays Sherpa, donc on est à l'est du Népal. Et bien là, on va avoir plus de lodges, un peu plus d'infrastructures, des cafés, des tea houses qu'on va retrouver pour les randonneurs. Donc le pays Sherpa reste quand même avec une vie réelle, palpable, qui est un incontournable selon nous. Beaucoup, beaucoup de nos itinéraires ont passé par là ou passent par là en ce moment. C'est aussi le cœur où vit la plupart de nos équipes locales. Quand on passe, là j'ai passé vite celle-là, on va revenir donc au-delà des 3500 mètres, donc on passe la barre du 4000 mètres jusqu'à 5000, on va être vraiment dans cet environnement-là. Haute montagne, glacier, lac turquoise à cause de la composition de l'eau. Glacier à gauche, hein, on ne le voit peut-être pas, mais c'est un glacier qui est recouvert de sédiments. Et puis, on va troquer des fois les nuits en lodge pour le camping. A priori, on essaie d'être plus en camping parce que ça nous permet d'avoir plus de mobilité, pas besoin de réserver d'avance. On aime ça être dans notre bulle, pas trop mélanger avec tout le monde, puis d'être dans un cycle touristique qui est moins intéressant. Donc, la bulle camping, avec nos cuistots et tout, permet vraiment d'avoir contrôle sur toutes les variables. Et dans nos treks, eh ben, il y a toujours un passage de col. Ou presque. Peut-être pas la Tume, mais la Tume, on va quasiment aller au fond de la vallée, c'est quasiment comme un passage de col. Donc, on va toujours atteindre une altitude de 5000 mètres et plus, selon les régions. Donc, entre autres, ici au Renjo-La, le col de Renjo, où là, on va voir l'Everest, on va voir tous ses grands voisins, et puis on va vraiment être dans cet environnement-là incroyable de haute montagne. Ça descend tranquillement ensuite, hein, qui dit monter dit redescendre ensuite, mais là, on est dans l'absolu
du plus beau, là, au Népal, avec toutes les 7000, quelques 8000 mètres qu'on peut percevoir, comme le Lhotse, l'Everest, un petit peu plus loin au fond, le Makalu. Et puis si on regardait, pardon, j'ai pesé sur le piton à gauche, mais si on regardait un petit peu à gauche, le Choyu. Donc, les lacs sacrés de la vallée de Gokyo, un incontournable dans notre voyage de la vallée de Tamé. Et on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin, c'est dans notre spirit, ça, dans notre esprit d'explorateur chez Caravanier, de dire on se contente pas d'arrêter à Gokyo, on va aller plus loin, aller voir les deux autres lacs sacrés qui sont vers vraiment la face sud du Choyu, comme on voit ici, puis d'y dormir pour avoir une espèce d'isolement complet. Voilà quelques ambiances. Là, on est plus sur le Méropique, mais ça donne des ambiances de cette dernière strate, si vous voulez, d'altitude, entre 4500 et 5500 mètres d'altitude environ. Beaucoup de témoignages ou de contacts avec la religion bouddhiste. C'est du bouddhisme lamaïste qu'on retrouve au Népal. Les rouleaux de prière. D'ailleurs, j'en ai un beau qui traîne chez nous que je me demande qu'est-ce que je vais faire avec encore. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marque beaucoup les esprits qu'on randonne au Népal. Il y a une façon de rouler, hein, parce que c'est des mantras qui sont à l'intérieur et en roulant, ça fait la job. Au lieu de les dire, ça les fait spinner vers les cieux. Donc, c'est une façon, si vous voulez, d'exprimer des mantras. Toujours une façon aussi de passer à côté des murs de mani qu'on voit ici. Les manis, c'est ça, là. C'est de passer toujours vers la gauche, le cycle, hein, dans le bouddhisme lamaïste, qui est toujours dans le sens horaire. Donc, bref, toutes sortes de règles de même qu'on apprend puis qu'on va adopter pendant qu'on marche. Plusieurs symboles forts dans ces temples-là. Des fois, c'est des croisements entre le bouddhisme et l'hindouisme, et c'est vraiment cette hybridation-là qui est intéressante. Ce serait un bel exemple hein, à certaines religions dans le monde de savoir cohabiter. Ouf, je me lance dans un gros sujet. Je continue plus chez les bouddhistes. Donc, on va avoir l'opportunité aussi d'assister à des cérémonies, de voir les moines bouddhistes faire leurs cérémonies, tout ce qui est l'ordre des vibrations vers le ciel, la musique, les mantras récités. Donc, c'est vraiment fascinant. On va retrouver à peu près les mêmes rites dans la région du Ladakh et du Zanskar en Inde. Donc, des parallèles intéressants à faire pour ce type de voyage-là. Ici, on est plus sur le Zanskar et le Ladakh. Donc, hein, c'est des similitudes, des grandes rivières, des grandes vallées, mais bon, une architecture de maison un peu différente. On va avoir une belle hybridation de ça aussi dans certains coins du Népal. Ici, on est dans le coin du Narfou, voyage qu'on a fait dans le passé, où là, ou même le Mustang, où là, on est des enclaves tibétaines dans le Népal. Donc, c'est vraiment des gens qui ont les traits et l'habillement traditionnel plutôt tibétain qu'on trouve dans ces environnements-là. Et on voit l'architecture aussi qui nous rappelle beaucoup plus le Tibet ou le Ladakh, tu sais, qu'on trouve en Inde. Bref, c'est l'immensité et c'est très beau. Service aux tentes, service de l'équipe, c'est vraiment fondamental pour nous. C'est quelque chose, c'est un lien qu'on a depuis des années et puis qui fait la force de notre service. Les boys à destination, la culture, principalement Sherpa, là, qui fait ça, là. Donc, c'est cette dévotion complète avec le sourire, avec les gens. Donc, pour servir le thé, café le matin, vous servez les déjeuners ici dans un setup extérieur. Ce souci-là de bien faire est incroyable. Il va vous marquer pendant un voyage. Et puis nous, notre touche à nous, ben, c'est toujours de trouver l'endroit le plus inusité pour faire des lunchs puis des repas pour profiter le plus possible de l'extérieur, de l'environnement. Des fois, on squatte les lodges, les terrains de lodge. Des fois, on est en pleine nature. Des fois, c'est comment dire, confortable comme ça. Des fois, c'est un petit peu plus aride ou froid. Mais bref, ça reste qu'il y a toujours cet environnement-là qui est génial. Puis écoutez, on n'a pas toujours l'occasion de faire des pique-niques de même dans sa vie. Et nous, dans notre voyage, c'est quasiment une histoire de quotidien. Quelques lodges aussi qui vont permettre de combler des fois le confort, puis donner un petit ressourcement. Encore une fois, c'est très relatif ça. Mais il y a certains lodges qui ont vraiment des conditions agréables, donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc, on va ponctuer nos randonnées avec des nuitées comme ça. Service Plus ici, par notre ami Namgel, qui guide certains voyages de montagne avec nous.
Se réchauffer à la chaleur du poêle et savoir que les poêles en altitude, c'est des galettes de caca et de, et de paille. Cette odeur-là particulière, ça sent pas nécessairement mauvais, là, c'est juste une odeur particulière. Et je vous dis, si on la ressent à un autre endroit, dans une autre circonstance, ça va vous flasher plein de mémoires de votre voyage au Népal. Et puis tout ça, ben, c'est le lien avec Babou Sherpa, donc qui est notre contact à destination avec qui on collabore depuis très très longtemps. Voilà, donc je vous laisse avec cette belle photo on retourne dans la région de Narfou, donc c'est une façon différente d'exprimer un shorten, mais ça reste que c'est ça le Népal, c'est en termes de hockey, là, c'est la NHL, c'est la LNH de la randonnée. Ça vaut la peine de jouer une game une fois dans sa vie, dans ce contexte. Voilà, voilà, voilà. Je regarde. Tout le monde est là, c'est cool, merci. Namasté, namasté. Je vais enchaîner avec le Kilimanjaro. Et puis, comme je vous ai dit, ça va être ma dernière destination officielle. Pérou, petit mot de Julie à la fin. Mais sachez qu'il va y avoir une affiche, on va afficher dans pas long, là, une conférence que concentrée sur le Pérou. Et elle sera diffusable plus tard aussi quand on aura la version enregistrée. Donc, je reste backstage là, pour les questions. On s'entend que c'est dans le QR puisque le reste, ça ne marche pas. Et je diffuse à l'instant, pas tout à fait à l'instant, le Kilimanjaro. Ce sera pas long. OK, parfait. Je l'ai, je l'ai. On partage. Ça devrait marcher. Et je vous présente Frédéric. Plus que l'ascension du Kilimandjaro. C'est sûr, c'est le plus gros morceau, mais ce n'est pas le seul. Pourquoi cette destination figure parmi les incontournables? Parce que c'est une destination que Caravanier propose depuis une quinzaine d'années, et puis parce qu'on a un lien affectif assez fort, même très fort, avec l'équipe locale avec laquelle on travaille, avec cette destination-là. Le partenaire local avec qui on travaille a créé son agence avec le soutien de Caravanier il y a plus d'une quinzaine d'années. Et puis, on est très engagé pour aussi les conditions de travail des porteurs sur le Kili, ce qui nous a amené à demander la certification de l'association des porteurs qu'on est sur le bord d'obtenir. Donc, ce qui en fait vraiment, c'est une destination qu'on apprécie beaucoup chez Caravanier, qu'on apprécie humainement aussi chez Caravanier et sur laquelle on a vraiment plaisir. On a plaisir toujours à parler de ces destinations-là parce que c'est une destination, comme je disais, qui est très riche, un voyage qui est très riche en expérience. Voilà, je vais vous partager mon écran maintenant. Voilà. Donc, le Kilimanjaro, comme je vous le disais, qui est un voyage à de multiples strates, de multiples expériences, en fait, qui en font donc un voyage très complet. La première expérience dont je vous parlerai, c'est l'expérience culturelle. On est en Afrique de l'Est. C'est une zone d'Afrique qui est pour de nombreux voyageurs qui ont avec nous un terrain encore méconnu. Donc c'est une première fois pour eux en Afrique de l'Est. C'est une zone d'Afrique qui a de multiples influences, mais des influences différentes de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qui est en fait aussi une destination culturellement intéressante. Et puis est prévu dans cet itinéraire-là plusieurs découvertes culturelles, notamment un atelier culinaire qui fait partie de la culture tanzanienne. Et donc c'est une première dimension qui est importante. Et on a beau marcher sur une montagne de façon assez isolée, ça reste une dimension très prégnante. Voilà. Je vous propose maintenant un peu de l'itinéraire parce que l'itinéraire c'est un gros morceau du voyage et c'est une des grosses qualités du voyage. Donc comme vous pouvez voir sur cette carte, on va regarder plutôt à la frontière avec le Kenya, donc au nord. On a bien la ville d'Arusha, vous voyez probablement ma souris dessus. Et à côté de la ville d'Arusha, donc on a deux sommets que sont le Kilimandjaro, un petit peu au nord-est, et le mont Meru, qui est juste un tout petit peu à la sortie d'Arusha, à l'ouest. Et je vous parle de ces deux montagnes parce que ces deux montagnes figurent dans l'itinéraire. On ne va pas seulement gravir le Kilimandjaro, mais on va également gravir le mont Meru au préalable.
Et puis la troisième zone que je vous montrerai sur cette carte, ce sont les plaines, le parc national du Serengeti. Serengeti qui veut dire plaines infinies. Donc il faut s'attendre comme ça à un décor très particulier. Et ces plaines du Serengeti avec le Ngorongoro, qui est un cratère que l'on voit aussi sur le chemin entre Arusha et les plaines du Serengeti, qui est un cratère dans lequel on va aussi observer des animaux. Donc cette dernière zone-là, c'est celle qui va être dédiée au safari. Voilà. C'est un itinéraire donc complet avec 2 ascensions plus un safari. Je vous mets tout de suite la carte du Mont Meru. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va circuler donc dans la partie seulement la partie à gauche de la carte. On va dormir cette fois-ci en refuge, à la différence des nuitées que l'on va passer sur le Kili. Le sommet est quand même de 4566 mètres. Et puis, donc, c'est également un cratère, comme un cratère de volcan, comme le Kili. Alors, pourquoi avoir intégré cette ascension-là dans le programme? Parce que déjà, c'est une montagne, un relief qui est très joli. On part d'assez bas, donc on va d'abord traverser une longue forêt tropicale, d'accord, sur le premier jour. Donc, on va voir ces paysages comme cela, d'accord, pour ceux qui auront de la chance, parce qu'on n'est pas toujours cette chance-là, mais on peut faire d'observations animalières également dans cette première phase d'ascension. Et puis ensuite, on va donc rejoindre une crête le deuxième et le troisième jour pour aller frôler bien sûr le sommet du cratère. Donc ça, on retrouve un peu ce genre de paysage avec la roche volcanique d'abord à l'état de sable et puis à certains endroits plus vraiment du roc. Et l'autre grand intérêt, alors c'est une montagne très jolie, et le deuxième grand intérêt de cette ascension-là, c'est qu'il nous familiarise, il familiarise les voyageurs à l'altitude et à toutes les perturbations auxquelles on peut être soumis lorsque l'on marche en altitude. Donc c'est l'occasion de se frotter à ça, c'est l'occasion de se frotter à ces sensations-là, et puis éventuellement de corriger, de s'adapter, de chercher en fait le moyen de s'immuniser ou en tout cas de se protéger de ces troubles-là lorsqu'on fera l'ascension du Kili, parce que l'objectif bien entendu c'est de réussir ces 2 ascensions, de vous emmener jusqu'au sommet, et puis que ça soit une expérience agréable. Et puis il y a aussi petit détail, on voit sur la photo de gauche que quand on est sur le sommet du Meru, ce que l'on voit, c'est le sommet du Kili. Et donc c'est très agréable, c'est très intéressant de pouvoir voir ce vers quoi on tend, de pouvoir voir l'étape prochaine, l'étape suivante, tout en faisant donc une très belle randonnée qui n'est pas facile. En fait, il faut, d'ailleurs, c'est un mythe un peu à déconstruire. On va penser que on va se concentrer sur le Kili, on va penser que le Meru, ça va être un peu piece of cake, mais ça ne sera pas vraiment le cas. La journée vraiment où on dort, donc on part du deuxième refuge et on monte jusqu'au sommet, on fait l'aller-retour. C'est une journée qui est très éprouvante, très demandante et donc qui est loin d'être simple. Voilà. Si on continue maintenant avec l'itinéraire sur le Kili, donc la deuxième étape du voyage. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais la manière dont on le présente, nous, à Caravanier, c'est une manière un petit peu singulière. En tout cas, l'itinéraire que l'on prend est un petit peu singulier. Il a évolué au gré des années, et il a évolué toujours avec l'idée de proposer un itinéraire qui se distingue des autres. Il faut savoir, comme vous pouvez voir sur cette carte, que pour accéder au sommet du Kili, il existe plusieurs itinéraires. Certains sont très courus, très demandés, très utilisés, et d'autres très peu. Et donc, avec toujours cette démarche en tête de proposer un itinéraire un petit peu différent, on propose désormais, depuis quelques années, de passer par la voie nord. Donc, on va partir de l'ouest de la montagne, en passant par la porte de Lando Rossi. Et puis, à un moment donné, on va bifurquer par la voie nord, celle qui est en voie orange, en contournant la montagne par le nord, avant de rebifurquer par l'est et de finir l'ascension par l'est. Cette voie nord, ce qu'elle nous permet, c'est de nous approprier la montagne et de vivre pleinement la montagne sans cette affluence qui parfois pourrait perturber un peu ce processus-là. C'est-à-dire qu'on va passer une journée ou 2 journées comme ça sur de l'ascension, sur des sentiers où on va croiser peut-être une équipée, voire 2 maximum, mais vraiment très peu de monde. Et donc, on vit pleinement cet isolement lié à l'altitude, lié à ce relief qui est très particulier, mais qu'on ne vivrait pas nécessairement et qu'on n'expérimenterait pas nécessairement, si on partait par des Lamarangou ou la Machame, qui sont des voies beaucoup plus utilisées par la grande majorité des touristes. Il faut savoir que le Kili, c'est quand même fréquenté par beaucoup de monde, et donc passer par la voie nord, c'est une sorte de luxe que l'on se permet, mais ça en fait quelque chose de très précieux. Voilà, une petite vue sur le Kili. Et
puis la troisième carte donc, qui complète l'itinéraire que je vous montre, c'est effectivement, comme vous voyez sur la carte de tantôt, mais là plus précisément, c'est qu'on part d'Arusha, et puis donc d'Arusha, on va prendre la route comme ça on va passer devant le district de Ngorongoro avec le cratère que l'on voit apparaître sur la carte, et on va rejoindre le parc national du Serengeti. On va y passer 2 nuits pour observer les animaux, et puis 2 jours, pour observer les animaux, et puis en revenant, on va passer par le district de Ngorongoro, donc le cratère, en l'occurrence du même nom, dans lequel on va descendre, et puis passer une matinée à y observer la faune. Ce sont 2 zones complémentaires pour l'observation de la faune, 2 zones pourtant très différentes. Les plaines Serengeti, donc ce qui veut dire plaine infinie, ce sont des longues plaines de végétation assez rase dans lesquelles on va voir ces animaux qui font partie de cette grande migration annuelle où en fait près d'1,5 million d'animaux vont faire ces 800 km, cette migration de 800 km. Et donc, bien sûr, on aligne nos séjours sur les passages de ces animaux dans les plaines du Serengeti. Quand je parle de 1,5 million d'animaux, je parle surtout des gnous, des zèbres et des gazelles. Les grands fauves, eux, ne participent pas à cette migration, mais ils attendent bien sûr la venue de ces animaux migrants pour se nourrir. Donc, ils font partie du paysage. Et donc, on va observer les animaux à partir de ces véhicules-là. Ça, c'est pour la dimension de l'itinéraire. Maintenant, l'autre grande dimension du voyage qui m'est chère, et parce que je guide ce voyage-là, c'est une dimension, et tous les marcheurs l'apprécient beaucoup, c'est la dimension humaine. La dimension humaine donne ces expériences-là telles que celles que l'on voit sur cette photo. C'est-à-dire qu'on a vraiment un échange, un partage, une dynamique humaine très très forte. D'abord au sein des marcheurs, puisqu'on a un groupe de jusqu'à 12 marcheurs qui, pour la première fois, pour plusieurs d'entre eux du moins, vont se retrouver sur une montagne avec un défi physique important. Et donc on se soutient, on s'encourage, on est confrontés tous ensemble à ce défi-là qui nous sort un peu de notre zone de confort. Ça, c'est le premier noyau humain important. Et puis, l'autre élément important, c'est vraiment les liens qu'on développe avec l'équipe locale. Donc l'équipe locale, elle est composée, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est quand on s'en va en Tanzanie, que ce soit sur le Meru ou sur le Kili, on gravit avec une équipée. On n'est pas juste un groupe de voyageurs, on est un groupe de voyageurs qui bénéficions des services, du soutien et d'assistance aussi d'une équipée locale, parmi lesquelles on retrouve plusieurs corps de métier. Il y a des cuisiniers, assistants cuisiniers, des guides locaux, un ranger sur le mont Meru parce qu'on va y croiser des buffles et qu'il faut s'en protéger. Mais il y a aussi donc des porteurs, des chefs de camp. Ça peut constituer au total des équipés de 40-45 personnes. Et donc ça fait... C'est ça veut dire qu'on va passer 6-7 jours avec ces 45 personnes-là. On ne marche pas toute la journée avec eux, mais on les voit sur le camp, on les voit le soir, on les voit le matin, on les reconnaît, on peut échanger avec eux. Certains parlent très bien anglais, d'autres un peu moins. Mais on a un vrai partage, un vrai échange. Et puis, ils ne sont pas les derniers aussi pour célébrer. Ils vont nous initier à certaines choses qu'ils aiment faire, comme, bien sûr, là, on voit un échange avec les guides quand on est sur le sommet. On va célébrer ces moments-là, mais aussi des moments de fête, comme danser, chanter, parce que c'est une manière aussi pour eux de vivre cette ascension, qui est aussi un défi pour eux. Et donc, on partage ça. Et ça fait de ce voyage donc aussi ça constitue pour ce voyage une richesse, un élément aussi très intéressant, qui est donc cet échange avec l'équipe locale. Voilà. Un troisième élément, je dirais, d'une troisième dimension qui fait de ce voyage-là un voyage très riche. Donc les campements et les paysages. Donc comme je vous le disais, sur le Meru, on va partir de la forêt tropicale. Sur le Kili, on est très vite dans le désert d'altitude, on part de plus haut, donc on voit plus, c'est seulement en redescendant qu'on voit un peu de végétation. Mais donc on a droit à ces campements-là, donc vraiment sur des zones un peu presque lunaires, où on va croiser, peut-être qu'on partage des campements avec une autre équipée, mais on va avoir ça a beaucoup d'espace pour nous, avec vue bien entendu sur le quai la majorité du temps, et ces paysages lunaires qui sont assez incomparables, pour lesquels on a du mal à trouver des références parce que bien souvent c'est la première fois et peut-être même la dernière qu'on va se retrouver dans des paysages tels que ceux-là. Pour autant, on a un certain confort et ça aussi c'est assez merveilleux, c'est que oui on dort en tente, on mange aussi sous tente normalement dans une tente messe. Quand il fait beau on peut enlever la tente messe et donc se retrouver à manger comme ça
à l'air libre, avec vue sur le Kili. On mange super bien, les cuisiniers, il aussi nous aide, enfin il nous sert et tout ça, fait du très bon travail. Et donc c'est assez formidable parce qu'on est vraiment en mesure aussi de profiter chaque petite chose comme ça du voyage. Et c'est pas pénible, c'est pas un voyage pénible loin de là, c'est un voyage quand même de plaisir aussi, et heureusement peut-être parce que il y a des moments, oui, qui sont durs pour le corps, mais il y a plein d'autres moments de réjouissance, de joie et de partage, et qui en font un voyage, encore une fois, très chouette, très chouette. Concernant l'itinéraire, il y a une spécificité à notre itinéraire, à nous, à la manière dont on vit le Kili, c'est que au lieu de se rendre directement au sommet, comme la majorité des groupes et des équipés, on va rejoindre la crête, et puis avant de faire le dernier stretch jusqu'au sommet, nous, on va redescendre dans le cratère pour y passer la nuit. Le cratère, il est à 5700 mètres, d'accord? Et donc, on va y passer une nuit. Ça va être une nuit singulière, je dirais. Une nuit différente de celle des autres. On va vivre à l'altitude de plein fouet, on est vraiment dedans. On va pas forcément très bien dormir, c'est pas exactement ça ce qu'on cherche ou ce qu'on vous propose. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment plus l'expérience d'une nuit en altitude. Voilà. Alors, et vous vous en rappellerez, hein, ce sera une nuit mémorable. Pas forcément pour la qualité du sommeil, certes, mais ça sera une nuit mémorable parce que, eh bien voilà, parce que vous serez sujet à toutes sortes de bouleversements et que ça en fera une nuit différente de toutes celles que vous avez pu passer avant. Ça, ce sont des images que l'on voit donc prises du cratère. Donc, vous voyez, il y a des ice fields qui sont encore là. Les glaciers ont disparu pour la grande majorité. On peut quand même aller chercher donc un peu d'eau à partir des glaces. Et donc, on passe cette nuit dans ce campement sur une terre volcanique, enfin une roche volcanique qui est rendue à l'état de sable. Et du campement, le lendemain matin, on va regravir le dernier morceau avant de se rendre au sommet, ce qui nous permettra d'arriver au sommet au lever du soleil. Voilà l'objectif. Et arrivé au sommet, on a ce partage-là avec l'équipe locale, les guides, parce que toute l'équipe locale ne monte pas au sommet. Et c'est un moment riche en émotions, parce que c'est la consécration donc d'une longue marche, c'est la consécration de beaucoup d'efforts. Et comme je vous le dis, on est assez vulnérable parce que l'altitude fait aussi ça. Elle nous fragilise, elle nous vient un peu nous bousculer, elle nous rend vulnérables et cela rend l'expérience d'autant plus importante et d'autant plus belle à mes yeux. Voilà. La première étape, complète, 2 ascensions. On s'en va donc faire un safari. Et ce safari-là, donc, nous amène à passer d'abord 2 nuits dans les plaines du Serengeti, comme je vous le montrais sur la carte. Alors, ce sont des campements qui sont en pleine nature, là, il n'y a pas de protection. On peut entendre la nuit les animaux, on peut en voir assez loin. On est vraiment très exposé, très dedans, mais bien sûr, en toute sécurité. Et là encore, on a des super beaux campements avec vraiment des lieux assez magiques. Euh, à l'ombre des acacias. Et on passe le matin et l'après-midi comme ça à ressortir avec le véhicule que vous avez vu en photo tout préalablement pour aller observer les animaux. La 3e nuit, on s'en va sur le dessus du cratère du Ngorongoro. Et puis pour que le lendemain matin, on descende très très tôt, aller observer la faune spécifique au cratère du Ngorongoro. Le cratère du Ngorongoro, avant de rentrer à Arusha. Pendant le safari, on va observer, comme je vous disais, beaucoup des animaux qui composent cette faune locale. Donc, qui composent cette migration, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc, on va voir les zèbres, on va voir des gazelles, et il y en a beaucoup. On va voir des gnous, bien sûr, il y en a beaucoup aussi. On va voir plusieurs fauves. Il y a tout un jeu d'observation, mais en tout cas, c'est très riche. Et donc, ça vient compléter, c'est comme un peu une la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Ça vient vraiment parfaire cet itinéraire, ce très bel itinéraire, qui se compose donc de 2 ascensions et d'une observation d'un safari. Et donc, ça vient compléter mon propos là-dessus, c'était que, voilà, ce voyage est un voyage incontournable parce que, historiquement, c'est une destination qui nous est chère, mais c'est aussi parce que c'est vraiment plus qu'une ascension. C'est un voyage très riche en émotions, très très beau, très complet, comme je vous disais, avec une expérience
en termes de défis, une expérience en termes d'itinéraire parce qu'on voit plein de choses différentes, et puis une expérience humaine très forte avec le groupe de marcheurs que vous allez rejoindre, et puis le groupe humain que l'on compose avec l'équipe locale. Et voilà, ça en fait un voyage très mémorable qui, une fois qu'on l'a fait, on part avec plein de souvenirs. Et puis bien souvent, quand on est rentré au Québec, on y repense. Et puis souvent, on a envie d'y repartir. Voilà. Bon. Merci Fred. On va le remercier même s'il est ailleurs ce soir. Écoutez, je vais être sur la conclusion. Je rappelle, hein, Pérou, tout le monde a tous vos contacts. On va vous envoyer le petit 15 minutes qui était préenregistré. C'est juste que là, ce soir, je pensais pas que ça s'étirait aussi longtemps, puis j'ai des enfants et tout. Donc, mais sachez que dès demain, on peut vous envoyer ce lien, cette petite capsule-là que Julie Bételu a faite pour vous faire un beau topo du Pérou. Puis aussi qu'elle annoncera à ce moment-là une conférence plus approfondie sur la destination. Euh, Bonsoir, moi c'est Julie et je vais vous parler d'un incontournable parmi tous les incontournables, bien sûr, le Pérou. Le Pérou, c'est ce pays que vous allez voir apparaître en rouge, qui est bordé au nord par l'Équateur et la Colombie. Vous avez aussi à l'est le Brésil et la Bolivie, et au sud une petite portion du Chili, et puis bien sûr tout l'ouest, c'est l'océan Pacifique. Donc le Pérou, c'est connu, c'est très connu dans le monde du voyage, puis le monde de l'histoire, pour notamment à travers le Machu Picchu et toute l'histoire des Incas, puis de la colonisation espagnole. Mais ça va bien au-delà de ça, le Pérou. Et c'est aussi connu dans le monde du trek parce que c'est une très bonne destination pour un premier voyage de trek, avec des treks, d'ailleurs, on a même, nous, chez Caravanier, un trek où il n'y a pas un voyage de randonnée où il n'y a pas de camping. Donc, vous n'avez pas besoin de dormir sous la tente. Mais sinon, c'est une très bonne destination pour avoir un premier sentiment de dormir 3, 4, 5, 7 nuits sous la tente, d'avoir une équipe qui s'occupe de vous et d'avoir une variété de paysages qui sont, à partir du moment où on est bien acclimaté, les randonnées sont relativement modérées pour certaines. Et puis, on peut aller jusqu'à des treks qui sont beaucoup plus engagés, où là, c'est pas forcément adapté pour un premier voyage de trek. On préfère que vous ayez un petit peu d'expérience et où on va passer d'école à 5000 mètres tous les jours. On va s'approcher des glaciers. On va être très isolé. Donc, c'est un peu tout ça le Pérou et c'est pour ça que c'est aussi connu. Et comme c'est très connu, aussi bien donc dans le monde du voyage que dans le monde du voyage de trek, donc très particulier, nous, on a de ce fait une responsabilité en tant qu'agence, c'est que on doit faire bien les choses. Et quand je dis qu'on doit bien faire les choses, c'est qu'on doit bien faire les choses pour le voyageur. C'est-à-dire que il faut qu'on ait une valeur ajoutée. Ça sert à rien qu'on propose la même chose que ce que font les agences sur place ou les autres agences de trek un peu partout dans le monde. Il faut qu'on ait une raison de le faire. Il faut que ça nous fasse triper quelque part, nous, en tant que guide. Donc, ça va être sur le choix des itinéraires. Je vous en parle un petit peu après. L'autre point qui va être vraiment important, c'est qu'on a une responsabilité pour notre équipe sur place. C'est-à-dire que là aussi, on veut avoir une valeur ajoutée. Outre le fait de leur apporter des groupes, de leur apporter du travail, on veut, nous, et c'est particulièrement important chez Caravanier et très bien mis en place au Pérou, on veut s'assurer que les conditions de travail de nos équipes soient dignes, qu'on est en accord avec notre philosophie avec ça. Et la troisième chose, le troisième grand cheval de bataille, on va dire, euh, au Pérou, mais finalement dans tous les incontournables, dans tous les voyages caravaniers, c'est qu'on veut être sûr que la qualité de ce qu'on vous propose est fiable. C'est-à-dire qu'à travers tout ça, euh, quand vous partez en voyage avec Caravanier au Pérou, vous êtes sûr d'avoir un itinéraire qui vaut la peine. Vous n'allez pas être dans les foules de touristes. Vous allez avoir vraiment le plus beau voyage qu'on peut faire en fonction de ce que vous avez choisi, de vos centres d'intérêt, si c'est un petit peu plus historique, si c'est un trek un petit peu plus exigeant. Enfin bon, vous m'avez comprise. Et on veut aussi que vous soyez certain que
l'argent que vous payez pour votre voyage, il sert à donner des conditions dignes et que c'est vérifié, qu'on vérifie quel, comment sont traités nos porteurs, nos arriéros, nos cuisiniers, nos guides sur place, ce que ne peut pas vous garantir les agences locales. Et bien sûr que ben, vous allez avoir euh, des tentes en bon état, que vous allez super bien manger, que vous allez super bien marcher, que vos guides parlent français, qui sont formés avec les premiers soins, avec des standards québécois. Donc, c'est un petit peu tout ça. Je ne vais pas détailler ce soir chaque itinéraire. Puis même, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je veux vraiment en fait vous donner le goût, la curiosité d'écouter la prochaine conférence qu'on veut donner fin juin sur, sur le Pérou, où là, j'aurai le temps d'en dire un peu plus, mais ce soir, les Canadiens jouent, fait que je sais que l'attention va être limitée. Mais brièvement, l'histoire de Caravani au Pérou a commencé il y a peut-être pas loin de 25 ans maintenant. Et puis, rapidement, dans les premières années où on allait au Pérou, on a rencontré Vico, qui a commencé porteur, puis assistant cuisinier, puis cuisinier, puis guide, et qui est en haut à gauche de l'écran. Alors, j'espère qu'on a la même gauche, donc avec le sac à dos orange. Vico, c'est lui qui a maintenant la charge de tout mettre en place sur place. C'est notre chef de l'équipe locale et donc c'est notre contact principal. Donc Astrid qui est au bureau à Caravanier, avec elle, c'est avec elle que tous nos voyageurs parlent pour s'assurer de choisir le bon voyage qui est adapté pour eux puis qui sont bien préparés pour ce voyage-là. Astrid parle au quotidien avec Vico pour tout prévoir, tout finaliser, tous les détails. Vico a donc toute une équipe et dans son équipe, donc c'est lui qui va recruter les porteurs, qui va recruter les arriéros sur place, etc. Et dans son équipe, il y a notamment trois guides. Donc on a ici Wilfredo, Diego et Rustino. Euh, je pense que Rustino, ça doit faire 15 ou 18 ans qu'il travaille pour Caravanier. Diego, ça doit faire peut-être 12 ans ou pas loin de 15 ans peut-être même maintenant. Et Diego, lui, il est un petit peu plus jeune, donc il est quand même arrivé, je pense, il y a un bon 6 7 8 ans maintenant, parce que le temps passe. Donc, c'est des guides qui ont été formés, c'est ce que je vous disais juste tout à l'heure, euh, avec les mêmes standards que nos guides qui partent de Montréal d'habitude, et qui parlent bien sûr français, et qui ont à cœur de vous transmettre, et ça c'est quand même un point qui est super intéressant, non seulement ils vont vous parler de toute l'histoire, de toutes les recherches archéologiques, etc., ils vont aussi vous parler en fait de la culture, de ce que c'est que vivre au Pérou aujourd'hui, ce que c'est que d'avoir une famille au Pérou. Ils viennent tous de la zone de Cusco et donc ça fait en fait une rencontre super intéressante. Euh, Là aussi, j'en parle pas beaucoup plus parce que le temps nous est compté. Quand je vous disais que c'est important d'avoir des itinéraires qu'on réfléchit particulièrement, un exemple, je vous donne juste un exemple ce soir, mais c'est l'exemple du fameux Machu Picchu. Donc, dans tous nos itinéraires, sauf un parce qu'il est très au nord, mais on peut quand même vous l'organiser si vous partez un petit peu plus tôt que ce qui est prévu, si vous n'êtes jamais allé au Pérou. Mais sinon, dans tous nos itinéraires, on va bien sûr voir le Machu Picchu. Puis comme dans tous les cas, ça je reviendrai sur le Machu Picchu après, mais dans tous les cas, avant de partir en trek au Pérou, comme on est en altitude, il faut être bien acclimaté. C'est un super prétexte en fait pour visiter Cusco et visiter la vallée sacrée, qui est un ensemble de sites aux alentours de Cusco, entre Cusco et le Machu Picchu en fait, avec à la fois des sites archéologiques et des sites naturels qui sont très importants, puis très intéressants à comprendre, à connaître, à découvrir, certaines capiers, comme ici on a Huachuy Cosco en partie. Donc voilà. Donc on prend toujours 2, 3, 4 jours avant de commencer, avant de vous envoyer marcher en altitude pour s'assurer que l'organisme peu à peu se place et se mette dans les bons rails pour pouvoir ensuite passer un trek dans de bonnes conditions. Et c'est un super prétexte, ce que je disais à l'instant, pour découvrir le Pérou d'aujourd'hui, puis le Pérou d'autrefois, et commencer à raconter la grande histoire de la civilisation inca. Si je remonte dans mon diaporama, le Machu Picchu, donc je vous disais, c'est l'exemple parfait pour illustrer un petit peu comment on réfléchit à nos itinéraires. Euh,
il y a plusieurs manières d'arriver au Machu Picchu. Vous pouvez y arriver par le train qui arrive au village qui est en dessous, qui s'appelle Aguascalientes, puis de là monter avec les petits bus jusqu'au départ des Machu Picchu. On le fait pour certains treks. Quand on le fait, c'est que le trek qu'on fait ailleurs est tellement grandiose que bah, c'est correct d'arriver par ce voie-là au Machu Picchu parce qu'en fait, le moment fort de votre voyage, ça va pas être la découverte du Machu Picchu, ça va vraiment être le trek en lui-même. Ça va être, le- ouais, c'est ça. C'est que le highlight, si j'ose dire en bon français, ça va vraiment être le trek. On a quand même quelques voyages où on se fait plaisir, on arrive à pied au Machu Picchu. Et là, donc soit on y arrive par la dernière journée à pied, comme ça on arrive à la Porte du Soleil, soit on arrive par le fameux Camino Inca, donc le chemin Inca en français, qui est très connu en anglais, Inca Trail, peut-être que ça vous parle plus. Et là, on va vraiment réfléchir sur à quelle heure, quel moment de la journée on veut arriver à la Porte du Soleil, qui est donc euh, là où se découvre le Machu Picchu pour la première fois. C'est un col de montagne encadré par des pierres Inca qui forment comme une sorte de petit portail euh, euh, qui date de l'époque Inca, qui a une signification dans la mythologie, bien sûr, et dans toute l'archéologie, dans toute l'architecture, pardon, du Machu Picchu. Et donc le fait d'arriver là, les foules s'y précipitent parce que le Lonely Planet avait dit que c'était très important pour y être au lever du soleil. Nous, c'est vraiment pas le parti pris qu'on a pris parce que sur 3-4 mètres de large, vous avez une centaine de personnes qui veulent être là et prendre la photo euh, au lever du soleil. Ça perd tout son charme. Souvent, c'est brumeux parce que l'humidité sort de la jungle. Le Machu Picchu, c'est pas très haut, donc il y a la jungle autour. L'humidité au lever du soleil s'en va. Donc, il y a un petit moment où il faut attendre que le soleil fasse partir, chasse cette humidité-là. C'est brumeux, ça perd un petit peu de son intérêt. Il faut être chanceux pour que ça soit vraiment dégagé. Donc, nous, on a pris le parti d'y arriver en après-midi. Ce qui fait qu'on peut décaler les campements et qu'on n'est pas obligé de dormir au campement qui est le plus proche de la Porte du Soleil et d'avoir que 2-3 heures, ce que font les gens à la noirceur, là, pour y arriver. Nous, on peut partir de plus loin et avoir des journées qui vont être plus équilibrées. Et ça, ce souci-là, en fait, donc on va être dans des campements qui vont être moins fréquentés, la vue est encore plus belle, on a des journées qui sont plus équilibrées, on en profite plus et on profite plus de l'arrivée à la Porte du Soleil parce qu'il y a moins de monde. On ne sera pas les seuls, mais il y a beaucoup moins de monde. Ce souci-là, en fait, cette réflexion-là, on l'a en fait tous nos itinéraires. Ce calcul de se dire, bah, attends, comment on fait pour qu'il n'y ait pas trop de monde? En fait, comment on fait pour nous, en tant que voyageurs et randonneurs dans l'âme, comment on fait pour continuer à triper année après année au Pérou? Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à découvrir et ça sera l'occasion de la prochaine conférence. Juste, je veux quand même vous dire qu'on prend un soin maniaque à se régaler en trek. Donc, on a un cuisinier qui vous suit pendant tous les jours. Le campement est monté quand vous arrivez, les tentes sont déjà installées. Euh, les bagages sont transportés par des mules ou par des porteurs en fonction de là où on est. Et puis, bien sûr, on a donc le fameux voyage dont je vous parlais, qui est version Dolce Vita, où là, ben, il n'y a pas de mule parce qu'il n'y a pas de campement à monter. On va faire des randonnées à la journée dans la zone de Cusco et après, on va découvrir l'univers de la jungle, donc l'Amazonie. Euh, donc, on est toujours dans des petits lodges. C'est comme dans les autres voyages. Quand on n'est pas en trek, on dort dans des hôtels, pardon, comme celui que vous avez ici en photo. C'est jamais du grand luxe. On vise pas les hôtels de chaîne. C'est pas notre habitude. Nous, on préfère la simplicité. euh, Généralement, c'est très charmant aussi, mais c'est toujours propre, c'est toujours bien tenu, c'est toujours bien placé. C'est ça qu'on va mettre en avant et on ne cherche pas du luxe à tout prix. C'est pas notre intérêt. Et donc, quand vous êtes en Amazonie, là, donc vous avez de l'électricité à tous les soirs, il n'y a pas de camping, mais vous allez dormir entouré des sons de la jungle dans les petits bungalows comme vous pouvez voir là, avec, bah voilà, c'est assez unique comme expérience. Nos treks se répartissent essentiellement dans la région de Cusco, que vous voyez ici. Tout au nord, je vous disais, il y a un trek où on ne va pas au Machu Picchu. En tout cas, ce n'est pas prévu dans les 2 semaines qui durent à peu près ce voyage-là. C'est la cordillère du Waiwash. Par contre, pour ceux qui auraient le temps d'arriver 4, 5, 6 jours plus tôt, on peut vous organiser toute la portion Cusco.
ça peut être très intéressant. Puis en plus, comme ça, vous êtes encore plus acclimaté. C'est vraiment le top du top. Ça dépend, mais puis peut-être que vous êtes déjà allé au Pérou et que dans ce cas-là, vous n'avez pas d'intérêt, en tout cas, vous n'avez peut-être pas envie de retourner à cet endroit-là. Vous préférez faire autre chose. Donc, Cordillère Huayhuash, complètement au nord. Euh, Là, on va pas voir le Machu Picchu, mais on peut vous l'organiser. Tous nos treks après sont grosso modo dans la grande zone de Cusco. Et bien sûr, l'escapade en Amazonie, ici, avec Puerto Maldonado. Et j'ai fait un clin d'œil sur la carte parce que finalement, géographiquement, c'est pas si loin, à la Cordillera Apolobamba, mais ça, c'est en Bolivie et ça fait partie plutôt des remarquables oubliés, oubliés parce que c'est complètement méconnu. Euh, c'est ça, c'est vraiment. La Bolivie en elle-même est déjà assez méconnue, mais alors la Cordillera Apolobamba en Bolivie, et vraiment, il n'y a personne d'autre qui y va. Par contre, euh, remarquable parce que c'est grandiose, aussi grandiose en fait que les grands treks. En fait, moi je trouve que ça fait partie du top 5 des grands treks d'Amérique latine avec le Waiwash, le Sangate, Apolobamba, c'est vraiment les expéditions d'exception, un peu comme on voit au Népal. C'est dans ce sens-là où on est très proche des glaciers, parfois on peut même les toucher. C'est un peu la même chose au Sangate et puis à Apollo Bamba. En résumé, on a 6 voyages pour 2026 et 2027 au Pérou, sachant qu'en 2026, le trek de Choquequirao que vous voyez en bas dans le coin, là, hop, ici, on l'a proposé sous une version différente. C'est un peu un trip de guide dans le sens où c'est un voyage très audacieux, vraiment qui est passionnant au niveau historique, qui est demandant au niveau physique. Et c'est un peu le rêve de Vico, donc le chef de notre équipe locale, depuis des années de pouvoir le proposer. Donc ça, on le réalise en juillet cette année. Mais pour l'année prochaine, notre trek régulier du Choquet Kirao revient. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à vous inscrire pour la prochaine conférence où là, on en dira un petit peu plus. Bonne soirée. À bientôt. Je voulais juste vous remercier d'être là. J'ai eu des questions pendant que Frédéric parlait au niveau de la fonction de l'eau, là, comment on s'occupe en fait, on s'occupe de l'approvisionnement en eau pour toutes les destinations. Vous n'avez pas besoin de casser la tête là-dessus. J'ai écrit en quoi ça consistait par destination, mais souvent c'est ça, c'est la job des teams locaux. Donc ils vont s'occuper de l'approvisionnement. C'est souvent des sources. Les camps sont aménagés pour avec des tuyaux de PVC là, pour faire sortir de l'eau. Puis on va la filtrer. Par contre, elle n'est pas nécessairement traitée contre les bactéries. Et donc ça, on laisse ça dans la plupart des cas à la responsabilité de chacun avec des gouttes ou des capsules. Et puis, il faut savoir quand même que pour le Kili, le Népal, le Pérou, ben, ils ont beaucoup la tradition du thé ou des boissons chaudes. Fait que ça, on en a en quantité inépuisable. Et puis, en altitude, puisqu'il faut souvent s'hydrater énormément pour s'aider à l'altitude, eh ben, on pousse fort pour la consommation de boissons chaudes et tout. Donc, c'est vraiment le cas. Au Groenland, on est plus rustique. Souvent, c'est des poches d'eau qu'on va demander à certains voyageurs d'aller chercher. Puis après ça, on se fait un réservoir en gang. C'est plus un travail de groupe là, dans des destinations comme le Groenland parce qu'on n'a pas d'équipe locale. Mais c'est un peu le même principe. T'sais. On va quand même les purifier, traiter, filtrer à cause, bon, des animaux qui peuvent avoir en amont des sources. Mais ça reste que ça, c'est pas un souci que vous avez à avoir. On est toujours en quantité suffisante et abondante pour l'eau. Voilà. Je suis sûr que ça intéresse ces 4-1 Canadiens. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le hockey. Je vous remercie d'être encore présent. Je reste pour des questions. Sinon, ben, Pérou, comme je vous dis, vous allez recevoir un lien là-dessus prochainement. Puis une conférence qui s'en vient. Donc, je vous remercie de ça. Prochaine conférence, si ça vous intéresse, je vais parler du Japon. C'est une autre destination phare. On peut pas dire encore incontournable chez Caravanier parce que ça fait pas assez longtemps qu'on le fait. C'est pas comme 20 ans, là. C'est plutôt 4-5 ans. Mais c'est une destination qui, moi, personnellement, m'est très chère. Donc, je présenterai 4 voyages au Japon, dont 2 petits nouveaux. Et ça, c'est lundi prochain pour l'avant-match de Canadiens. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je reste là dans le chat qui fonctionne maintenant.
me semble, pour prendre des questions. Sinon, ben, appelez-nous pour qu'on parle voyage. Au plaisir. Bonne soirée. À bientôt.